Yeah, yeah! Bienvenue dans The Doc House. Vous êtes avec Doc Shadow. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. J'ai nommé R. R, sois le bienvenu dans l'émission The Doc House. Merci pour l'invite. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je te propose de te présenter éventuellement, brièvement, pour les gens qui ne te connaissent pas. Je t'en prie, R. Moi, c'est R. Je suis un graffeur, on va dire, pour la plupart des gens. Mais bon, j'ai fait pas mal de choses et je crois qu'on va en parler. Donc voilà. Ok, exactement, c'est nickel. Alors, évidemment, je précise que tu es passé il n'y a pas longtemps dans l'émission So Fresh, voilà, qu'on salue très Mm. fort, hein, bien évidemment. Donc, vous avez beaucoup abordé le côté graffiti de la chose, hein, parce que c'est évidemment le noyau dur de ta carrière, entre guillemets. Mais nous, on va voilà, plus élargir voilà, au hip-hop, à la musique. Voilà, j'ai pas mal de questions à te poser, donc voilà, on va échanger sur tout ça. Alors, comme d'habitude, on va dans l'ordre chronologique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu écoutais quand tu étais petit, voilà, ton atmosphère musicale familiale de ton enfance. Je t'en prie. Moi, en gros, moi, ce que j'écoutais, c'est ce que mes parents ils écoutaient quand j'étais petit, hein. On va partir plus sur des trucs français, Jean Ferrat, Brassens, du Julien Clerc, des trucs comme ça, quoi, tu vois. En gros, Ok. globalement, c'est tout, surtout français, quoi. Variété française. Après, quand j'ai commencé à écouter de la musique par moi-même, ça a été, on va dire, la musique d'ambiance des quartiers, quoi. C'était de la funk, quoi, de la funk. On disait de la funk, mais il y a des trucs, c'était plus, genre, il y a des trucs, c'était disco, il y a des trucs, c'était funk, un peu de tout, quoi. Voilà. Et, D'accord. euh, et le rap, c'est venu après, quoi. Ok. Et toi, t'es de quelle année, R, ou une tranche à peu près pour qu'on se situe? J'ai 51 ans, là. D'accord, ok. Ok, il n'y a pas de souci. C'est pour que les gens puissent se situer. D'accord. Et donc, comment tu commences à... Voilà, tu parlais du rap, justement. Comment tu te mets à écouter du rap? Est-ce que tu te souviens des premiers morceaux que tu as entendus? Je t'en prie. Alors, je pense que alors, il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est pas un morceau de rap, mais je sais maintenant que ça a été fait pour être un morceau de rap, c'est Chagrin d'amour. C'est 5 heures du mat, mais on savait pas que c'était du rap. Après, sinon, les premiers trucs de rap que j'ai entendus, je pense, c'est Sugar Hill Gang. Parce que c'était de la funk pour nous, tu vois. On se rendait pas compte que c'était du rap. Que si tu écoutes la musique, c'est plus de la funk que du rap d'ailleurs. Tout à fait. Même Bah oui, si la rap, ligne de basse, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ok. et, et après, c'est par rapport à l'émission hip-hop, tout ce qu'ils ont passé comme son dedans, quoi. Bien sûr. Et du coup, parce que toi, donc, tu as grandi à Colombes, dans le Ouais. 92, est-ce que, parce que tu me parlais, donc tu me disais que les gens écoutaient beaucoup de funk là-bas, comment le hip-hop a été reçu là-bas? Est-ce que beaucoup de gens adhéraient ou alors c'était vraiment qu'une niche? Moi, alors, l'arrivée de l'émission hip-hop, là, en 84, moi, j'étais en sixième, et franchement, on était 200 000 à essayer de breaker dans la cour du collège, tu vois. Et il y avait quand même un noyau dur. Après, c'est difficile parce que c'était il y a longtemps, mais quand je me remets en arrière, il y avait quand même, on était, bon, surtout des gars, les meufs, elles adhéraient pas trop à ce truc-là. Et disons qu'il y en a qui ont continué et qui sont restés dedans et d'autres qui ont arrêté. Tu vois, il y a eu un effet de mode pour certains parce que l'émission a duré qu'un an. Quand l'émission s'est arrêtée, il y en a beaucoup qui ont arrêté. Moi, je me D'accord. rappelle des gars avec moi dans ma classe, on était en sixième, les gars ils breakaient, ils ont arrêté l'année d'après, tu vois. C'est, mais ouais, la danse, c'était vraiment la danse. De toute façon, l'émission HPHP, elle était tournée principalement autour de la danse, même si ils ont fait venir des graffeurs, même s'il y a eu des rappeurs. Il y avait pas d'ailleurs, il y avait aussi d'autres gens qui n'étaient pas des rappeurs qui passaient. Moi, je me rappelle qu'il y avait eu des trucs de plus de Kiffen et tout dedans. Tu vois, Exactement, des c'est invités vrai. qu'il n'y avait rien à voir. Quand il y a même eu Madonna, tu vois. Oui, 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 c'est vrai. Ouais. Même si, même si en fait, c'est un peu les années 80, c'était un peu un renouveau, quoi, je pense, au niveau musical par rapport à la disco qui était avant, quoi.
Non, mais c'est vrai, bah, même Il y avait, Sidney, il était tu sapé peux être, à la Michael Jackson et tout. C'est vrai que, ouais, ouais. ouais, ouais, c'était une époque charnière parce que quand tu regardes le truc qui sort à l'époque, là, c'est aussi l'album Thriller de Michael Jackson. Je crois que ça doit correspondre à la même année, peut-être un petit peu avant. Et si tu regardes l'album d'avant de Michael, c'était Off the Wall et il est pas paissant en cuir, tu vois. Il est plutôt pas de def et après, c'est entre les deux, tu vois. Mais bon, ouais, Michael Jackson a fait partie sur le truc de l'album Off the Wall. C'était ouais, c'était un truc. C'est ça, quoi. Ah, mais c'est clair. Non, mais c'est intéressant. C'est vrai que c'était très mélangé. Et pour revenir à Colombes, je sais que c'est quand même une ville où il y a un vrai vivier d'artistes, quand même, un peu comme, tu sais, comme Vitry, Ivry, Montreuil, voilà, ce genre de ville, Bagneux, tout ça. Je sais il y a des villes comme ça où il y a beaucoup d'artistes. Est-ce que toi, C'est voilà, comment tu l'as c'est ressenti, ça? particulier. C'est particulier parce que j'espère que je dirai pas de conneries parce que j'ai pas gardé le contact avec tout le monde, mais au niveau de danse et au niveau graffiti, effectivement, il y a eu un gros vivier d'artistes qui a continué et qui continue encore. C'est important quand même. Ça fait plus de 35 piges. Euh, Au niveau rap, moins. Et il y a eu des DJ super connus, il y a eu des danseurs, il y a eu des graffeurs, ils sont toujours là. Au niveau rap, il y a eu quelques rappeurs au début, pas au début, plus on va dire période Dina Style, Nova en fait, parce que je pense que pour moi comme beaucoup d'autres, après que l'émission HIP s'arrête, le truc qui vient après, pour moi, le premier truc qui vient après, même s'il y a eu Radio 7, etc. Moi, je me souviens pas avoir écouté Radio 7, quoique peut-être, mais le truc d'après, c'est le Dina Style, quoi. Et là, ouais, il y a beaucoup de mecs qui sont bien rappés, et à Colombe aussi. Euh, il y en a même qui sont passés sur Nova, T'aurais des noms dont comme ça en tête ou ouais, le nom? j'en ai. Alors, celui qui est passé sur Nova, c'est Kofi B, Ok. qui, d'après ce que j'ai compris, il était dans le bail avec Coffee D. Winter, producteur ou je sais pas quoi, par la suite. Mais c'était D'accord. un MC aussi au début, quoi. Après, il y avait des mecs on rappait, entre guillemets, on rappait tous. Comme, comme on l'entend sur plein d'autres podcasts. En fait, on connaissait les cassettes, on les écoutait H24, donc on rappait les raps des autres, tu vois, mais donc ouais, les trucs comme, comment ça s'appelle, moi, le vrai souvenir enfin, certains souvenirs que j'ai et les plus marquants, c'est les Nec Plus Ultra je crois d'ailleurs que c'est les premiers. C'est le premier freestyle du Dynastyle, c'est les Nec Plus Ultra, quoi. Hormis Lionel D, qui freestylait, mais parce que c'était son émission avec Dynasty. Après, il y en a eu plein qui sont Ouais. tombés dans l'oubli. Il y avait les New Generation MC, il y avait Doudou et Joël, Timide et sans complexe. Il y en a eu plein, plein, plein. Et l'histoire a retenu, on va dire que quelques-uns, en fait. Si tu veux, je pense que c'est la compil Rapatitude qui a écrémé tous ceux qui n'étaient pas dans Rapatitude. On va dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose derrière, quoi. Non, mais c'est vrai que tu fais bien de le dire, mais en tout cas, pour ceux qui nous regardent, hein, j'invite tout le monde à aller regarder. Alors, je sais que l'extrait est pas sur YouTube, il est que sur Dailymotion, celui des Nec Plus Ultra. Je crois qu'ils sont passés deux fois. D'accord, De mémoire, je crois qu'ils sont passés deux fois, les Nec Plus Ultra. d'accord. Euh, après, Après, c'est marrant parce que nous, on savait pas qui était quoi. On savait pas qui étaient tous les mecs qu'on entendait, tu vois. C'est marrant. Tout le monde est chez soi. Je crois que c'était le dimanche soir, là. Ça passait genre tard, quoi, genre 22 heures, une connerie comme ça, quoi. Ok. En tout cas, en fonction de l'âge que t'as, tu vois, si tes parents te laissent sortir, en fait, nous, on était tous chez nous, quoi, tu vois, parce que vous voulez écouter l'émission. On enregistrait l'émission. Normal. Non, mais c'est vrai que c'est important d'en parler, en tout cas pour les gens qui nous regardent, voilà, allez fouiner. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont déjà rodé tous ces trucs-là, hein, mais voilà, pour ceux qui Mais éventuellement. on trouve pas tout, hein. Il n'y a pas tout. Exactement, c'est vrai. Il y avait aussi, il y avait d'autres émissions. Après, il y a eu,
Sur Radio Star, il y a eu l'émission de LBR aussi. Je me rappelle plus du gars avec qui faisait l'émission. Il y a eu une autre émission où tu appelais et tu faisais des dédicaces et tout ça. Mais c'était hip-hop, quoi. C'était hip-hop, c'était ouais, rap, entre guillemets. Mais voilà, D'accord. j'ai pas un grand écart entre 1984 et 88. C'est passé plein d'autres choses. Mais en gros, voilà, quoi. D'accord, non mais c'est important. Et du coup, bah, tu m'avais aussi parlé d'un collectif dont je parle souvent d'ailleurs dans les émissions, on est souvent amené à en parler, qui vient du 92 aussi, c'est le DCM Posse, qui Ouais. eux ont beaucoup marqué aussi, mais malheureusement on parle pas beaucoup d'eux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du DCM R? Bah, ouais, alors les dixièmes, ils étaient plusieurs et certains étaient de Colombes. Le plus connu, c'est Spank, SP1, qui était un gros Gurta aussi, qui a bien marave Paname à bon, 87-88, quoi, tu vois. Il était partout. Après, après, bah, il y en a qui n'étaient pas de Colombes, il y en a qui étaient d'Anières, il y en a d'autres qui étaient il y en avait à Paname, il y en avait. Ils étaient plusieurs, quoi, tu vois, dans les DCM. Et nous, dans notre cité, il y avait Yuzi qui habitait dans notre cité. Donc, Yuzi DCM, qui est pas connu, tu vois. C'est un gars. Nous, c'était un petit peu genre notre grand frère, tu vois. Il avait 2 ans de plus que nous, tu vois. Et bon, le gars, c'était un grand Renoir. Il est devenu, avant d'être dans le hip-hop, il était chasseur de skins. D'accord, oui, il était déjà dans les trucs, ok, d'accord. Et puis il est rentré d'ICM, ouais, je ne vais pas dire de conneries, mais genre vers 87, un truc comme ça, 80. Même pas, parce que 87, il n'y avait pas d'ICM encore, je crois. Parce qu'en fait, nous, il y avait Chem Boussole, qui était aussi de Colombe aussi. Après, pour nous, c'est des. Yuzi, c'est un mec, j'étais à l'école avec lui, tu vois. Pour moi, c'est plus des potes de cité ou du quartier d'à côté qu'on a fréquenté plus ou moins, tu sais, ça dépendait des affinités. Après, moi, il y avait, moi, j'avais un bon pote qui était d'ICM aussi, qui s'appelait Kent. Qui c'est qu'il y avait d'autres dans les. Tout le monde voulait, quoi. À l'époque, c'était eux, les kings, quoi. Tu vois, les mecs, ils faisaient un Goethe, tout le monde allait voir, quoi. Ok. Parce que Ouais. j'ai aussi Après, beaucoup entendu parler d'eux pour leur talent de danseur. Je sais que j'entends beaucoup parler de ouais. Yo. Bah, après, je pense qu'il y avait Baxter. Alors, ouais, moi, après, j'en ai fréquenté plusieurs. Alors, pas forcément dans le cadre du hip-hop. En fait, dans le cadre de, genre, t'es dans la cité de mon pote, je te croise, on discute, et vice-versa. Après, il y avait Ball et Baxter, son frère, qui était d'Anières, eux. Donc, c'est pas très loin, quoi. C'est 1 kilomètre, tu vois. Bien sûr. Et Baxter, ouais, c'était un danseur aussi. Putain, il y avait Joseph aussi, mais lui, il était pas CM, il était un requin junior. Mais bon, après, toi, on se fréquentait sans se fréquenter, en fait, tu vois. À part à Yuzi, parce que Yuzi, ce qui est marrant, c'est que donc moi, dans ma cité, il y avait DJ Kefé, Ok. fake à la base. Et son voisin de palier, c'était Yuzi des 10e. Son voisin de palier, quoi. C'est la porte à côté, quoi. Et Yuzi allait chez Kefé avec des disques de Spank pour que Kefé lui mette sur des cassettes. Et je te parle de ça, c'était même pas les platines ou quoi que ce soit là à l'époque, c'est juste parce que Kefil avait une chaîne IFI qui enregistrait sur les cassettes alors que Yuzi l'avait pas. Mais du coup, comme nous on était un plus jeune qu'eux, tu vois, bah, Kefil a eu plein de scuds qu'on n'aurait jamais eu à l'époque. Parce que D'accord. Que Span, il allait à New York, tu vois, et puis il était déjà dans le move, il avait les contacts des gens. Bah, il a fini vendeur au début, il était vendeur chez Sound Record à Wall. Et après, il a fini chez Dan avec Ticaret quand ils sont installés au Wall. D'accord, ok. Ouais, ouais, bah Dan, ouais, qu'on salue très fort. Bah d'ailleurs, bah, vu que tu parles de Tikaret, est-ce que tu peux nous évoquer des souvenirs, voilà, de cette période de Non, Tikaret, voilà, je t'en prie. Ticaret, c'était mortel parce que c'était une façon de toucher du doigt New York, en fait, quelque part, tu vois. T'allais là-bas, Dan, il faisait des allers-retours à New York, il ramenait les ça qu'on voyait sur les pochettes de skate.
C'était terrible, quoi. Tu vois. Après, ce qui était marrant chez Ticaret, c'est que moi, j'y suis allé plein de fois, mais je vais pas acheter grand-chose, tu vois. C'est ce que Dan me disait en fait. Il me disait que c'était Ouais, plus un lieu de rencontre où les gens se retrouvaient en fait. ouais, parce que c'était super cher. C'était super cher. Non, mais après, c'était super cher, en fait, c'est parce qu'on n'avait pas de thunes, surtout, quoi. Tu vois, c'est pas. Bah, vous étiez jeune, vous étiez presque ado en vérité à cette Ouais, période-là. ouais, bah, ouais, au début, en plus, je sais pas, Ticaret, je crois que ça date de. C'est 86, un truc comme ça, l'ouverture. Exactement, ouais, ouais, 87. 86. Ouais, 86, j'avais pas d'argent, moi. Donc, je sais pas, ouais, la Belle Gouze, on les regarde, on les touchait. On les touchait on les avait pas, tu vois. Bon, après, il y a plein de trucs qui étaient marrants chez Dan. C'est que, bah, déjà, c'était un lieu de rencontre. Allez, ouais, on squattait la journée, là, à discuter, à rencontrer des gars, tu vois. Après, il y avait le terrain qui était juste à côté. Euh, quoi, que ce soit Dan, que ce soit Meuk les gars étaient super. Ils étaient vraiment cool, quoi. Moi, je me suis retrouvé chez Ticaret tout seul, avec Dan, à papoter, quoi, tous les deux, quoi. Et puis, bah, il avait rien d'autre à faire, tu vois. Bah, il savait pertinemment que vous n'avez rien acheté. Mais si, j'ai dû lui acheter des fanzines de graffiti au début des fanzines, quoi. D'accord. C'est grâce à Ticaret que j'ai rencontré plein de gars, quoi. Je me rappelle de plein de rencontres avec plein d'autres gars d'autres banlieues, tu vois, des mecs que j'aurais jamais croisés ailleurs que là, parce que c'était un des endroits. Je pense que ça a été peut-être l'endroit le plus important du hip-hop. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Stalingrad, mais bon, les blocs partis à Stalingrad, il n'y en a pas eu qu'un pile. Toi, tu y allais Il y en a pas eu. régulièrement au terrain vague J'ai R, du coup? j'ai jamais été au bloc party. Au terrain vague, j'y suis allé. Je me rappelle que la première fois où j'y suis allé, en fait, avant d'aller au terrain vague, il y avait déjà la réputation du terrain vague, tu vois. C'est pas n'importe qui rentrait au terrain. Enfin, c'est pas n'importe qui rentrait, mais bon, fallait porter ses couilles pour rentrer, quoi, tu vois. Et la première fois que j'y vais, on y va avec Keufé, c'était l'hiver, et il faisait nuit. Nous, on est rentré la nuit, il y avait personne dans le terrain, tu vois, mais D'accord. il fallait qu'on rentre. Et on était rentré. Après, c'est pareil, c'était pas, il y avait pas de porte hein, pour rentrer. Il fallait escalader le mur. Hein. Puis le mur, c'était pas un petit mur là. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Fallait vouloir y aller, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Fallait vouloir y aller quoi. Ok. Et Mais ouais, pour toi, j'y suis Ticaret était allé quand plein. même plus important dans ton vécu que le terrain, quoi. C'est ce que tu veux Bah, dire. donc, au terrain, au début là, quand Daniel il a fait ses blocs parties, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Nous, on n'allait pas encore, même si on était déjà dans le hip-hop, on n'allait pas trop à Paname. Parce que ce que tu expliquais tout à l'heure, et encore plus, c'est que, tu vois, c'est Paris. Moi, j'habite en banlieue. Mes potes sont en banlieue. On était déjà beaucoup en banlieue à être dans le hip-hop. On n'avait pas besoin d'aller à Paris, tu vois. On y a été par la force des choses. Après, on allait au Troca, tu vois. Au Troca aussi. Le Troca, c'était un endroit important. Mais nous, c'était la Défense. Nous, on allait à la Défense. À la Défense, il y avait le Midnight Express. Au départ, on y allait pour les après-midi. Au départ, on y allait pour faire du roller. D'accord. Ok. Mais nous, on débarquait de Colombe, on était à 40, quoi, en roller. Ouais, c'était vraiment un Et truc, oui, qu'on voit pas, qu'on voit rarement aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est, ouais, ouais, à la Défense, après, on retombait. Parce que la Défense, c'est pas quoi. La Défense, il y a aussi la ligne de train. Donc, tu as tous les gens, tous les mecs de la banlieue quand tu pars vers Versailles, Saint-Cloud et tout le bordel, là, tous ces gars-là, pareil, ils venaient à la Défense. Tous les mecs de Nanterre, ils vont à la Défense. Tous les mecs de Colombe, ils vont à la Défense. Tous les mecs de Courbevoie, ils sont juste à côté de la Défense. Les mecs de Puteaux. On se retrouve tous au Midnight. Il y a eu un truc où on n'avait pas besoin, nous, d'aller jusqu'à Stalingrad, même si on y a été, tu vois. d'accord, ok. Non, mais je comprends. Ok. Et ben du coup, je rebondis sur ce que tu disais par rapport aux rappeurs, parce que tu as cité les Nec Plus Ultra, tu as cité Timide et Sans Complexe, voilà. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs français qui t'ont marqué à cette période-là, fin 80, milieu 80, si tu as des noms comme ça qui te viennent en tête Ouais, Rico et Saxo. Euh,
Solar aussi, bah, c'était pas sur, il était passé sur Dina Style et si, moi, Sully et les Little, quand ils sont passés, j'avais kiffé aussi. Et ouais, c'était fort, les Little, ouais. Et mais tu vois, les New Generation MC, les AZB aussi, tu vois, il y a plein de gens, il y a tellement de monde qui est passé. Et EGM, terrible, il a marqué plein de gens aussi, quoi. Et puis, tu sais, il y avait. Ce qui avait de bien aussi, c'est que une espèce d'ambiance aussi où, tu vois, on écoutait la radio et genre, une semaine après ou 2 semaines après, on croisait les gars chez Ticaret ou à Paname, quoi, sur les champs, à Wall. D'accord. Et donc toi, direct, comment dire, t'as adhéré au rap en français parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aimaient pas ça, le rap en français, Ouais, même en France. Donc est-ce que toi, ça, je crois, tu vois, pour moi, c'est une embrouille de Paname, ça. C'est une embrouille entre quelques gars de Paris. On voit ça là dans la série. J'avais déjà entendu parler de ce truc-là, tu vois. Mais on voit dans la série là, Le Monde de demain où les mecs ils se charrient. Bah, peut-être ouais, ils se sont charriés. Bah, il se trouve que les mecs sont devenus les NTM et que voilà, donc ça fait partie de leur histoire. Après moi, franchement, les premiers gars que j'ai entendu rapper, je les ai pas charriés. Et puis de d'accord, toute façon, comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, le premier rap français, c'est Chagrin d'amour. Hein. c'est ça. Non mais C'est c'est 80, s'il te plaît. exactement. Non, non, mais c'est important. Et du coup, bah écoute, on va revenir un peu du coup sur le déclencheur au niveau du graffiti. Ouais. Pourquoi, qu'est-ce qui a fait, toi, que tu as plus, que tu t'es mis dans le tag, le graffiti, plutôt qu'une autre discipline? Voilà, je t'en prie. Alors, déjà je pense que bah, moi, je suis rentré par la danse, par l'émission HIP, HOP, comme 15 000 personnes. Tu vois, on a eu la chance, entre guillemets, d'être gamin à cette époque-là et de voir l'émission et d'enclencher là-dessus. Donc, la danse est restée. Moi, j'ai dansé tard parce que il y a eu le break là. Après, bah, HIP, HOP s'est arrêté. On a continué à breaker entre nous. Mais le noyau dur, en fait, si tu veux, des potes qui étaient dans le hip-hop, en Sur-Colombe en tout cas, est resté. Et ça crée une espèce d'émulation, tu vois, entre nous, où on se voyait régulièrement. Même si on dansait pas, on allait traîner à la défense, on faisait du roller ensemble. Et, euh, et un jour, j'ai vu un mec taguer sur un trottoir. Un des mecs du groupe, là, j'ai vu taguer sur un trottoir. Et j'ai fait, ah, c'est mortel. Et on s'est mis à taguer, sans savoir ce qu'on faisait, quoi. Après, ça va vite, tu vois. Il s'est passé quelques mois, tu vois, avant qu'on nous, on écrivait sur les murs des trucs, c'était notre surnom, tu vois. Et, et après, mais en parallèle, tu continues la danse, parce qu'à cette époque-là, contrairement à maintenant, les gens, ils rentrent dans entre guillemets, ils rentrent dans le hip-hop. Il y en a qui rentrent même pas dans le hip-hop, en fait. Ils pratiquent une discipline du hip-hop en s'en foutant des autres disciplines. Il y a des mecs qui vont. Alors, tous les rappeurs vont dire, ouais, on sait que le graffiti, il est dans le hip-hop. Mais ils ont jamais fait de graffiti, ils connaissent pas de graffeur. Ou, alors qu'à l'époque, ce petit noyau dur, on a tous tout fait. On faisait tout. Si tu regardes des mecs comme, qui sont connus maintenant comme les NTM, comme Ministère Amer, comme tout le monde avait un Goethe et tagué. C'est vrai. Ok, tout le monde dansait. Ah, c'est important de le dire. Ouais, ouais, que c'était normal, quoi, de toucher à tout, quoi. Hmm. Ouais, et puis c'était, c'est pas une obligation si tu veux. Personne ne nous a dit ouais, il faut que tu aies ton Goethe, quoi. Mais bon, t'es avec des gars et les gars ils ont tous leur blaze, etc. Ah ouais, bah toi aussi tu te trouves ton blaze. Puis après il y a les crews qui se forment. Donc t'es dans un crew, ouais, tu guettes avec les autres. Alors il y en a qui vont faire ça en dilettante. Il y en a d'autres qui sont pris au jeu. Après, on a essayé de graffer. Bon, c'était pas concluant, si tu veux, mais à force de persévérance, on arrive à quelque chose, quoi. D'accord. Non, non, mais c'est Mais, important. la danse, c'était important, tu vois. Nous, on allait. Moi, je crois que j'ai lâché la danse vers 92, un truc comme ça, tu vois.
Mais on allait s'entraîner au TCD à Paris, là, à Saint-Paul, métro Saint-Paul, parce qu'on avait un pote qui t'a fait là-bas, qui était danseur aussi. Avant ça, on allait à Clichy, à la salle de l'Arc, où il y avait plein d'autres gars. Que Span, il y allait pour s'entraîner. Les 80, pas les 93e si, les Alex, quoi, Laser, Réac, etc. Ils y allaient. Et les mecs de Clichy qui organisaient les soirées à la N2M, ils étaient là aussi. Tu vois, c'est eux qui organisaient ça. Et il y avait une émulation. En fait, on se retrouvait, des fois, on se retrouvait sur les rails du métro, quoi. D'accord. Mais on faisait tout. Le break avait disparu, quoi, avait disparu. Il n'y avait plus beaucoup de mecs qui breakaient. On était passé. Après le break, il y a eu le up rock. Ça doit être une particularité française parce que le up rock, ça fait partie du break, en fait, à la base. Et il y a eu le up rock et après, on est passé à la hype. Voilà, après, il y a eu la hype. Et le break est revenu en 95, genre, à Oui, cause c'est du vrai, bah, battle vous rap. en parliez dans l'émission chez SoFresh, oui, effectivement, qu'il y a eu. Ouais. Ah, C'est mais tout c'est ça fort. c'est la technologie, si tu veux. C'était les caméscopes devenaient accessibles. Donc les mecs, il y en a qui ont eu l'idée de filmer les queutrus et voilà. Parce que si on regarde avant 95, les vidéos, hormis celles qui sont faites par les émissions de télé, il n'y en avait pas beaucoup, hein. Presque pas. Ok. Et du coup, bah, juste avant, pour finir sur les années 80, avant de passer aux années 90 et à l'émission et tout ça dont Ouais. on a parlé, je sais qu'il y a pas mal de gens qui disent que les années 80, parce que moi, j'étais pas né, hein, bien évidemment, mais il y a pas mal de gens Mhm. qui disent que les années 80 c'était une époque dure, quoi. En gros, que c'était une époque avec beaucoup d'affrontements, etc. Toi, comment tu l'as vécu? Est-ce que de ton point de vue, c'était pire qu'aujourd'hui? Voilà. Avoir ton point de vue, R. Alors déjà, moi, ça fait 15 piges que je suis parti de Paname, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe maintenant. Est-ce que les années 80, c'était dur? Après, je ne crois pas que ce soit lié au hip-hop. En tout cas, au départ, c'était pas lié au hip-hop. C'est plus un truc de cité, quoi. À l'époque, c'était la dépouille, quoi, tu vois. Tu marchais dans la rue et le mec, il te prenait quoi, il te prenait. Ils essayaient de te prendre tes sapes ou ton blouson ou tes skatebags, ou, voilà. Mais c'est pas forcément lié au hip-hop. Après, il a commencé à avoir les gangs. Même s'il y en avait déjà, tu vois, mais il y a eu ce phénomène où tous les gars là qui étaient tous des chasseurs de skins, etc., se sont retrouvés sans skin parce que les skins ils se sont fait démonter. Et ils ont commencé à s'embrouiller entre eux et à dépouiller les passants, quoi, tu vois. Hmm. Donc, ouais, bah, tu sais, c'est une notoriété publique. Les mecs, ils allaient au terrain à Stalingrad, ils se faisaient pouiller. Les mecs qui sortaient de chez Dan de Ticaret, ils se faisaient dépouiller, tu vois. Mais ça a continué, mine de rien. Je sais pas si on peut dire que c'était plus hardcore. Peut-être. Après c'est difficile aussi parce que quand tu vieillis, c'est plus le même délire. Ouais, mais il n'y a pas des gamins de 14 ans qui vont venir me prendre mon blouson maintenant, tu vois. Ah Ça non, leur mais c'est irait sûr. pas. Ah non, mais c'est important parce que je voulais avoir ton point de vue, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Alors moi, ça Mais ouais, m'intéresse, voilà, de... ça craignait. Ouais, après, toutes les soirées peur partaient en bagarre, tu vois. Donc, oui, Hmm. ça craignait. D'accord, Oui, oui, ça craignait. Maintenant, est-ce que ça craint plus maintenant qu'avant? Je sais pas. pas de Ouais, ouais, souci. c'était tendu. Ok, bah merci pour tout ce témoignage-là, hein. C'est important d'avoir les avis d'un peu de tout le monde. Bah, du coup, je te propose qu'on parle de l'émission, du coup, donc, que tu avais fait à l'époque. Est-ce que tu peux voilà, nous présenter l'émission? Quel était le concept? Quand est-ce que ça a été créé? Voilà, je t'en prie, R. Alors, en fait, moi, mon binôme, en fait, c'était mon pote de quartier, c'était DJ Quefait, qui n'était pas DJ au départ, qui est aussi un graffeur, aussi un tagueur, et qui continue de l'être quand même, tu vois. Bah, même si il est plus DJ que graffeur maintenant, sans charriage, hein. Je t'en prie. Euh, donc, lui, il se retrouve à être DJ et il allait chercher des disques à Ticaret. Ticaret, rue du Château-Landon, la première boutique.
Et tu vois, comme quoi c'était un point de rassemblement. Un jour, il tombe sur un gars, et le gars a un groupe de rap, et il cherche un DJ pour faire une bande son, je sais pas, quoi, pour être DJ de leur groupe là. Et le groupe, c'était, je crois, Liaison Lexicale. D'accord. On a un groupe de Saint-Denis ou de la plaine Saint-Denis là. Et je me rappelle, moi, je sais que je l'ai. Tu sais, alors après, c'est bizarre parce que c'est un truc vraiment bizarre. C'est que moi, on a fait cette émission de radio pendant longtemps et j'ai peu de souvenirs quand même de cette émission. Alors que sur les d'autres trucs, j'ai plein de souvenirs là. J'en ai pas beaucoup, mais bon, quand même un petit peu. Et donc, il croise ce gars-là et il devient quelque part DJ de ce groupe-là. Et un jour, les mecs l'appellent en lui disant, ouais, bah, on passe dans une émission de radio. Est-ce que tu peux venir? Donc, lui, il y va. Moi, je l'accompagne. Et on était côté, tu vois, tu as les studios où il y a les micros, etc. Et puis là, tu as le côté technique. Donc, c'était Fréquence Paris Pluriel. À savoir que Fréquence Paris Pluriel, c'est une radio qui existait depuis 91 ou 92, tu vois. Et dans les émissions, il y avait une émission de rap à l'époque. Donc, sur le tout début de la radio, c'était Cool et Radical. Donc, il était invité, quoi, le groupe était invité à Cool et Radical. Donc, on y va, on est dans le côté de la technique. Et Excuse-moi, R, hein, je te coupe. Coulée ouais, radicale, est-ce que tu peux expliquer ce que c'était pour les gens peut-être qui connaissent pas ouais, je t'en Cool et prie. Radical, c'était une émission. En gros, c'était le Dynastyle, mais sur une autre radio, sans Dynasty, sans Lionel D, quoi. Tu vois, c'est D'accord, un gars qui s'appelait Willy, qui a créé cette émission-là. Un mec qui était de Suresnes ou de Saint-Cloud, je crois. Tu vois, encore du 92. d'accord, ok, oui, ça se rejoint, Je ok. connaissais pas, je connaissais pas avant d'ailleurs. On le connaissait pas. Et ce gars-là part à l'armée. Il n'y a personne pour le remplacer. Et le mec de la technique nous dit, ouais, bah, comme on avait sympathisé, on était cool et tout ça, ok, il nous propose de savoir si nous, on voulait faire l'émission pendant que Willy irait à l'armée. Ok. Et ceux qui vous On a dit proposent oui. ça, c'est les gens de Paris Pluriel ou c'est les gens de Coulée Radicale qui vous proposent ça? Moi, je pense que c'est les deux, tu vois. Je sais même pas si. Je sais que ça s'est fait super vite, dans le sens, quoi, dans mon souvenir, c'est super vite. Ça se trouve, c'est pas super vite, mais. Et je sais que on était surpris parce que on débarque, la première fois qu'on débarque, le mec nous dit, ouais, ça vous dit de faire. On disait, ouais, vas-y, ok, pas de problème. Alors qu'on ne savait pas ce que c'est. On savait ce que c'était une émission de radio, parce qu'on avait écouté le Dina Style, le truc de LBR sur Radio Star, etc. Tu vois, donc on s'est dit, bah vas-y, on va faire. On va faire. Et on a pris sa place pendant, un an sans lui. Il est revenu après. On a dû faire un an ou peut-être deux, je sais pas, avec lui, avec Willy. Et je pense qu'on voyait pas les choses de la même manière. On s'est pas embrouillé, tu vois, mais à un moment, on a été voir le directeur de la radio et on lui a dit, bah ouais, c'est possible qu'on fasse notre émission. Il nous a dit banco et nous, on a créé notre émission. Mais on avait quand même fait 2 ou 3 ans de Cool et Radical quand même. D'accord. Donc à ce moment-là, l'émission, elle sera plus appelée, ce sera plus estampillé Coulée Radicale en fait, c'est ça? Pendant les 2, 3 premières années, ici, ça a été, ça a été Cool et Radical. Et après, je me rappelle plus de la date exacte, tu vois, on sait plus si c'est vraiment. Parce qu'il y a des trucs quand même qui sont marquants. Je sais que nous, quand on était à l'émission Cool et Radical, on a fait les 20 ans du hip-hop. Donc les 20 ans du hip-hop, c'est forcément 93, tu vois. Ok, d'accord. Et alors, est-ce que, voilà, quand vous avez fait, je te prends en mot, hein, quand vous avez fait les 20 ans du hip-hop, vous avez fait quoi? Vous avez invité des rappeurs, vous avez invité des artistes Euh, alors déjà, pour resituer, donc nous, on se lance dans un truc qu'on connaît pas, on n'a jamais fait, émission de radio. Euh, à cette époque-là, il y a Reed, donc un mec des 90 DBC, qui nous rejoint pour l'émission. Et on commence l'émission à 3. Parce que si tu veux, sur toute la période, parce que on s'est arrêté, je pense, 99. En fait,
maintenant j'ai retrouvé pourquoi. C'est qu'en fait, en 99, il y a eu la grosse tempête là, en région parisienne. Exact. À Noël, oui, Et ça oui. a défoncé la radio. Parce que la radio, alors tout le monde s'imagine ce qu'il voit à la télé, genre France Inter, etc. Mais FPP, c'était à la plaine Saint-Denis. Mais la plaine Saint-Denis des années 90, hein. Pas la plaine Saint-Denis maintenant, là où ils ont tout refait devant, là, tu sais, Oui, le truc oui, qui oui, passe oui. sur. Là, nous, c'était chantier. Il y avait une vieille église et il y avait une ruelle sans lumière, rien du tout. Et la porte pour monter dans la radio, c'était tout au. Ça faisait coupe-gorge quand même, tu vois. C'était déjà, c'était. Fallait vouloir y aller. D'accord. Ouais, c'était pas un endroit comme les autres, quoi. Donc, ça a pas tenu, quoi. C'était la tempête directe, ça a rasé le truc, La quoi. tempête en 99 a défoncé la radio. Ils ont déménagé après à Stalingrad. Moi, j'ai arrêté en 99, en fait. Ok, comme ça, quoi. Juste par la force des choses, tu t'es dit, je vais arrêter. Non, après, il y a eu plein de raisons. Après, si tu veux, je pense que je me suis essoufflé. Quoi, c'est pas que je me suis essoufflé, quoi, si, sûrement aussi. Mais je te dis, si on a dû commencer en 92, 93, tu vois, mais je pense que c'est 92. Et on a fini en 99. Oui, donc, oui, ça a fait un moment quand même. Oui, oui, bien sûr. Hmm. Et on était bénévoles, s'il te plaît. Euh, donc, ouais, au début, on était avec Reed. Après, il y a des gens qui nous ont rejoints. Et donc, Reed est parti. Il y a eu Nasser, un bon pote à nous qui était. Ça, on prenait des gens qui avaient une importance. Tu vois, lui, il s'y connaissait bien en Peura. C'est un collectionneur de mixtapes de ouf, quoi. Tu sais, genre, je crois qu'il a toutes les mixtapes, le gars. Il a D'accord. acheté tout. Et on avait aussi besoin de standardistes, donc on a appelé des copines pour être standardiste. Donc, il y avait Magali. Très rapidement aussi, il y a eu quelqu'un qui est important, qui a son importance, même si elle n'était pas au premier plan de la radio. Il y a eu Bianca qui nous a rejoint. Bianca était la fille de Philippe Colleoni Ah de oui, chez c'est pas Patrick Colleoni, je sais plus. C'est Patrick, excuse-moi. voilà, non, non, c'est pour ça que je me disais. Ah oui, d'accord. Oui, Euh, un grand monsieur. Hein, pour ceux qui savent pas, un grand monsieur Colleoni. Oui, mais oui. qui ne l'était pas encore. Il n'avait pas encore fait Night and Day. Night and Day, si, Night and Day existait parce que c'était une boîte de. À la base, ils faisaient du jazz, je crois, du blues et du jazz. Ah, Mais ils faisaient pas de rap. d'accord. Il n'y avait pas encore eu les sorties, tout ça. D'accord. Ok. Non. Donc nous, on commence l'émission. Comment on invitait les gars bah, on invitait les gars qu'on croisait, en fait. On croisait dans des soirées ou dans des boîtes. Enfin, les boîtes à l'époque, c'était le Bobino, le Rex, le Palace, le Timis, la Java. Toutes ces boîtes-là, là, où on y allait pour danser, tu vois. On allait péter Paris avant et après, on allait laisser dans. Et donc, on rencontrait des gens dans le hip-hop, tu vois. Et donc, on invitait des rappeurs à venir rapper à l'émission. Bah, après, à l'époque, on était tous, entre guillemets, on était jeunes, tu vois, les mecs. Il y a plein, les galères qu'il y avait, c'est que les gars, ils venaient pas, ou ils venaient en retard, ou ils venaient à 200. Donc, ouais, les invités, ils étaient pas très sérieux, entre guillemets, pas très sérieux, mais il y en a qui étaient super sérieux, qui étaient là avant nous, parce que nous, on arrivait pile poil à l'heure, hein, tu sais, et on faisait ça gratos. Ils arrivaient, alors soit ils arrivaient en retard, laisse tomber, ou soit ils venaient pas, soit ils venaient. Alors des fois, ça arrivait où les mecs viennent la semaine d'après, alors qu'il y a dans un autre groupe, tu vois. Donc imagine les problèmes que ça peut poser, tu vois. Genre, il y a deux groupes qui doivent passer. Il y a jamais eu vraiment de grosses galères au niveau des invités. Après, il y a des mecs qui venaient à 200, pas 200, je déconne, mais tu vois, genre, ils arrivent, ils sont toute une équipe. Il n'y a pas la place. C'était une radio associative, tu vois, c'était petit. En plus, c'était une radio où, après ça, c'est nous. Nous, on était la dernière émission, si tu veux. On était à 22h minuit, ou ouais, 22h ou 21h, 23h, un truc comme ça. Et après nous, il n'y avait pas d'émission. Quoi, c'est pas qu'il n'y avait pas d'émission, mais il n'y avait pas d'émission en physique. C'était des émissions qui étaient enregistrées. Et nous, des fois, on débordait, tu vois. Donc au début, on s'est un peu fait taper sur les doigts parce que on envoyait les émissions des autres en retard, tu vois. D'accord. Ok. Mais ouais, et donc, et puis ouais, ce jour-là, là, les 20 ans du hip-hop, je sais pas pourquoi, on avait invité tout le monde.
Et en fait, tout le monde est venu avec d'autres gens. Chaque groupe a ramené d'autres gens, en fait. Du coup, Et ah bah, après, c'était les groupes du moment, tu vois. Il y a eu. Alors, ce soir-là, par exemple, moi, l'anecdote de ce soir-là, c'est que, en fait, Daddy Lord est venu avec son premier maxi. Freaky Flow. C'était le Friclifo, un Les truc comme Jaloux, je crois que Friclifo. c'était Les Jaloux, la version juste avant, qui est la vraie pochette, exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Mm. Et après ça, je crois que, justement, Bianca présente la Clica à son père. Et je crois que c'est je crois, hein, après, c'est pas à moi qu'il faut demander, mais de mémoire. Et c'est à la suite de ça qu'ils ont signé chez Night and Day. Grâce D'accord. à elle. En fait, elle a enclenché le rap chez Night and Day. Ouais, alors, mais c'est très fort, ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que de toute façon, les premiers, c'est ça, c'est la Clica. Il y avait Express D aussi qui a suivi très vite, mais Et il y a eu la compile Invasion, il y en a eu plein, en fait, après ça, quoi. bien sûr. Non, mais c'est fort. Ok. En Et fait, c'était l'alternative au Major, en fait, quelque part. c'est vrai qu'il y a eu un très bon travail de fait. Ouais, ouais, mm. Et donc, il y a eu Bianca, il y a eu Kent, qui était Ardouane, qui était d'ICM, qui est venu aussi en tant qu'animateur, parce que lui, il avait passé un an aux États-Unis et il parlait anglais, vraiment. Et on a commencé à bouger en Europe, dans des jams en Europe, tu vois. Et donc, on se retrouve à interviewer. Alors, le premier voyage, truc de ouf, on part en Allemagne à une jam et on se retrouve à interviewer les Cole Crush Brothers, Ah ouais, d'accord. Ah ouais. les Grand Mixter DST, les Cole Crush Brothers, Pee Wee Dance, un b-boy, un vrai b-boy de New York, truc de ouf, quoi. Et je me rappelle encore parce que bah, je parlais pas anglais couramment, mais tu sais, on comprenait quand même, tu vois. Et donc j'étais là, je posais des questions en français, Radouane traduisait, et le gars nous répondait. Et à un moment, le gars nous dit, ouais, c'est moi qui ai écrit les paroles de Rapper's Delight. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Et, et nous, tu sais, je regarde Radouane, j'ai dit, mais il a bien dit que c'est lui qui a. Tu sais, c'est un mytho, le gars, tu vois. Et nous, on le croyait pas. Ah, mais tu En vois. fait, c'était vrai, tu vois. Ah, mais c'est fort, Et, c'est fort. et de vivre en live, tu vois, parce que les Cold Crush Brothers, c'est un groupe de rap que on n'a pas trop, en France, on n'a pas trop écouté ça, tu vois. Donc à 20 ans du hip-hop aussi, ce qui était marrant, c'est qu'en fait, on s'est retrouvé, bah, il y avait Dynasty, LBR, Cher de Get Busy, plein de gens. Je pourrais même pas citer tout le monde tellement il y avait de Kem dans la radio, quoi. Mais on avait prévu qu'on faisait toute la nuit. Donc nous, on était parti pour faire une émission genre après le dernier métro, là, il n'y avait plus personne dans les studios et on allait jusqu'au lendemain matin en passant des scuds, des trucs comme ça. Pas du tout. Euh, à la fin de l'émission, à 5 heures du matin, on était dans les studios avec Cher de Get Busy, Mode2, Dynasty et LBR. Et D'accord. pendant, je sais pas, genre de 3 heures du mat jusqu'à 6 du mat, on a papoté hip-hop, etc. Et tout le monde. Et c'était cool, c'est des trucs. Je pense que ce serait difficilement réalisable maintenant. Ouais, c'est un bon souvenir pour toi, en tout cas, C'est marquant, un quoi. beau, ouais, c'est un beau, ouais, parce qu'on s'y attendait pas du tout. Et je te dis, il y a la clique qui a débarqué avec Daddy Lord avec son scud tout neuf, tout pressé, tout chaud là. Hop, premier, tu sais, on a vécu, mine de rien, on a vécu des, 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 des- le renouveau du rap français de l'âge d'or du rap, comme les gens aiment à dire, tu vois. Et donc ça, c'était cool et radical encore. Après, quand nous, on a enchaîné sur Flow Masters, on s'est dit, on va pas refaire la même chose. C'est débile de faire deux émissions qui traitent du même sujet. On s'est dit, on va interviewer des graffeurs. Tout le monde me disait, mais ça sert à rien, en fait, parce que tu vas inviter des gens et on voit pas ce qu'ils font. Ok. Les gens Et étaient sceptiques, quoi. Ils se sont dit que ça allait pas intéresser les gens bah ouais, d'entendre des grave, graffeurs parler de graphes, quoi. sans image. C'était chelou. Après, on a continué à inviter des rappeurs, tu vois, mais là, on s'était orienté plus graffiti.
ça me fait gaulerie parce que maintenant, je vois, il y a plein de podcasts sur le Bien sûr, graffiti. bah oui, bien sûr. Après, il faut se rendre compte qu'on était, c'était les années 90 et que c'était pas Internet n'était pas développé comme ça l'est maintenant. Personne n'avait de téléphone portable. C'était une autre époque. C'est difficile de se rendre compte de ça dans les conditions dont on l'a fait. Parce qu'après, c'est pareil. Au niveau technique, la radio, c'était une radio associative. Au début, il n'y avait pas de platine vinyle. Tous les mix, ils étaient faits en amont. En cassette, tu veux dire? Vous les faisiez Ouais. sur des cassettes et... Ah ouais, d'accord. Les mix, ils étaient... Que fait faisait les mix chez lui. Il ramenait la cassette avec son mix. Donc c'était galère. Après, il a ramené sa platine. Alors après, il y a eu d'autres gens parce que le gars qui nous faisait la technique, lui, il a arrêté. Donc on a pris un petit jeune de la technique qui est devenu DJ par la suite, c'est DJ Miko. Il y a eu DJ Authentique aussi qui nous a rejoint parce que c'était un pote de Nasser. Nasser qui nous a rejoint. Nasser qui était chez Night and Day. Pas Night and Day, Urban Act. Ok. Ouais, donc il y avait du monde, quoi. Il y avait vraiment du monde. Et toujours, ouais, on s'est créé une équipe, tu vois, ouais, ce que je te disais avec Bianca. Bon, après, Que fait et moi, on a été là du début. Que fait pas jusqu'à la fin, mais pratiquement, moi, jusqu'à ce que la radio s'arrête, en fait. Parce que de nous, puis, je te dis, au bout d'un moment, autant j'ai des bons souvenirs à recevoir, genre les nègres marrons, avant qu'ils sortent un sketch, je crois, et qu'ils nous lâchent un freestyle de ouf. Euh, ou des gars surprenants, genre, il y a eu Triptych, le groupe Triptych, je sais pas si ça te dit Bien quelque chose. sûr, oui, oui, je connais Triptych, bien sûr. Cut Ils Killer arrivent, avait fait une mixtape avec eux, je m'en souviens. Ouais, ouais, il y avait une mixtape. ouais, à une époque, ils ont eu leur heure de gloire, quoi, tu vois. Et eux, ils sont venus, ils étaient tout calmes, tout gentils et tout ça. Et les mecs qui commencent à freestyler, ils défoncent tout. On a reçu les Saiyan, mais tout c'est- on a reçu Manuké et Rof. Ouais, bah ouais. On a Et reçu toute vraiment cette beaucoup. période de fou, là, bah oui, bah bien sûr. Oui. Ah, mais après, on a eu des gars comme le ministre Hammer aussi, tu vois. En fait, là, avant l'interview, tu vois, parce que c'est quand même un truc où je me souviens pas beaucoup de choses. Et je suis pas le seul. Et en fait, si tu veux, de 92 à 99, ça fait presque 8 piges. Ça fait 8 piges. En 8 piges, tu te rends compte le nombre d'émissions qu'il y a eu. C'était une fois par semaine. Voilà, il y a des émissions où il n'y a pas eu d'invités aussi, parce que les mecs, ils ont zappé. Et il y a tu vois, il y a eu tout. Après, ça s'est bien passé. Après, c'était quand même tendu, si tu veux, mais parce qu'il y a eu quand même. Après, il y a eu d'autres émissions qui sont arrivées. Il y a eu la tribu de Zaganda sur. Pareil, qui parlait de rap. Il y a eu une autre émission, je me rappelle. Vague Nocturne, avec Yapi et Michael, je crois. Ok, ouais, Mais nous, ouais, on n'a jamais eu on n'a jamais. On a interviewé des gars comme les 93 MC, parce qu'on parlait de graffiti aussi, tu vois. Et c'est des gens qui ont. Des danseurs. Spank est venu, tu vois, à l'époque, avant le BOSC, etc. Donc oui, il y a eu quand même beaucoup d'invités qui sont devenus importants par la suite. Je crois qu'on a reçu les deux balles et Ménage à trois, beaucoup de monde. ah, mais c'est... Bah oui, C'était, ça fait du beau monde, hein, ouais, ouais, c'est clair. tu sais, ouais, mais après le truc c'est que nous, il y a des gars, ils venaient, on les connaissait pas, on savait pas qui c'était. Ils étaient encore Ils jeunes, et c'était encore les débuts, quoi. étaient Ouais. jeunes. Et tu vois, après, donc nous, on a laissé, quand on faisait Couler Radical, donc, que fait, il était aussi DJ pour un groupe qui s'appelait les Syndicats de Possy, un groupe de Colombes. Comme quoi, il y a eu des rappeurs à Colombes quand même. Bien sûr. Et dans ce groupe-là, il y avait Dafré, qui lui, en fait, est resté avec Willy. Il venait parce que eux aussi, ils sont passés pour l'émission. Après, c'est pareil, on a eu beaucoup de graffeurs qui sont venus. Il y a eu les Rocksteady Crew qui sont venus. Ah ouais. Après, on a fait des interviews à l'extérieur, on a fait Gunshot, on en a fait plein. Lord of the Underground, parce qu'ils étaient passés au festival XXL à Bobigny. Donc voilà, ouais, il y a eu beaucoup de monde qui est passé à la radio. On n'a pas eu les NTM, par exemple. Mais après, D'accord. nous, si tu veux, on courait pas. En fait, si tu veux, maintenant, j'ai l'impression que
quoi. Les émissions de radio, les mecs qui veulent les plus connus, les stars du moment, et tout, on n'en avait rien à foutre. Parce que franchement, on n'allait pas courir derrière les gens, quoi. Tu veux pas venir chez nous, tu viens pas. Ou même, on t'aime pas, donc tu viens pas, quoi. Ah, mais c'est important. C'est important. Non, C'était non, mais c'est cool. c'était notre mentalité. Après, peut-être c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de problème, tu vois. On n'a pas eu de vrai problème. Tout s'est toujours bien passé. Ouais, il y a des fois où c'était un peu tendu, mais normal, quoi. Il y a eu Fab aussi qui est passé avec Coma. Très C'est difficile, hein. quelqu'un que tu as souvent vu aussi, Fab, à l'époque. Fab, je le voyais avant la radio, en fait, parce que lui, il était dans un groupe de Gurta, les ELC, Écarte les cuisses, quand il était Gurta, et il y avait des ELC qui étaient sur la défense. Ok, oui, je me souviens, il y a un truc sur YouTube qui traîne où on les voit, il y a une archive effectivement où ils sont Donc, Guetta, ouais. interviewés. Ouais, ouais. Ok, ben, je te remercie hier pour tout ça. Est-ce que De tu peux rien, de rien. rappeler le nom de l'émission pour les gens, le Alors, nom de l'émission? la première émission, c'était, je crois qu'après, c'était Coulée Radicale. Alors, Coulée Radicale, 92, 93 jusqu'à 94, tu vois. Bah, non, pas 80. Oui, si, peut-être 94, 95. Et après, on a fait Flow Masters. Flow Masters, en fait, c'était le nom d'une encre. Ok. Mais c'était bien parce qu'il y avait un double sens. Parce que les maîtres du flow pour des rappeurs, c'est bien aussi. Non, non, mais c'est pour que les gens puissent voilà, connaître les noms, Et c'est important. après, si, en anecdote, il y a un truc qui est marrant parce que donc on faisait ces émissions de radio et en fait, on savait pas qu'on pouvait pas avoir l'audimat. On savait pas si on était écouté ou pas. Et pour avoir l'audimat, fallait qu'il y ait de la pub. Mais comme c'était une radio associative et qui voulait rester associatif, il n'y avait pas de pub. Donc, on cherchait un moyen de savoir qui nous écoutait. Et j'ai eu l'idée, en fait, moi, je connaissais bien les gars qui faisaient la marque de bombes Tricolores, qui avait une boutique à Paris, qui s'appelait Génération 400 ml, la boutique. Une fois, je les vois, je fais, bah, ça vous dit que je fasse gagner des bombes à l'antenne? Et je prends les noms des gars et je vous les envoie. Enfin, je vous appelle parce que c'est pas Internet. Je vous appelle, je vous donne les noms le lendemain. Et comme ça, les gars, ils viennent chercher les bombes chez vous. Et comme ça, on a eu un retour téléphonique. Alors, si une des galères, c'était la saturation du standard. Il n'y avait pas de standard, en fait. Il y avait une ligne. Ok, d'accord. Bon, c'est déjà ça, mais bon. Oui, ça a été vite bloqué, quoi. Ok. Et ouais, après, c'était des bouts de ficelle. On a fait, c'était des aides, quoi. On faisait ça comme on pouvait, tu vois. Mais après, ouais, il y a eu plein. Après, si, il y a eu, je voulais en parler parce qu'il y a eu Marco La Photo qui est décédé il y a il y a quelques années, là, qui était, en fait, qui est très connu dans le monde du graffiti, qui faisait tous les terrains de Paris, etc., pour prendre les graphes en photo, etc., qui avait un rôle d'archiviste qui, lui aussi, est venu beaucoup, à la radio. Après, il y a eu des gros Gurta, il y a eu les UV, il y avait Vance, Gaz, Fusil, il y a eu Darko, il y a eu Sino, il y a eu les 3HC, il y a eu plein aussi, PayUPest, DP19, plein de gens. Mais bon, tu vois, on a eu le temps aussi. Toutes les semaines, une émission, t'as vite fait le Oui. tour. Non, non, mais Je pense qu'il y a un moment où il y a une génération, quoi. Je pense qu'à la fin, euh, la mentale des gars a changé et c'était plus trop, tu vois, autant un gars comme Rof ou Manuquet, qui, quand tu écoutes ce qu'ils font, bah, tu te dis, ouais, c'est hardcore et tout, ce qu'ils font. Mais les gars sont pleins d'humilité. Ils sont humbles, ils viennent, ils se la racontent pas. Mais par contre, une fois qu'ils sont au micro, ils déboîtent tout le monde, tu vois. Mais il y a ce côté respect qu'il y avait et je pense que ça s'est perdu à un moment. On a l'impression que il fallait qu'on soit content, nous, d'avoir les gars, mais je n'ai rien à foutre, moi, de t'avoir. Tu sais même pas si tu vas vendre de disques. ouais, les gens faisaient un peu les stars avant Les, d'avoir. les, ouais, les... Mais Ouais. sur la fin, et puis, je pense que c'est aussi l'âge, quoi, le décalage de l'âge, quoi. Tu te retrouves avec des gamins qui ont même pas 18 ans et qui. Après, c'est pas valable pour tous les gamins parce qu'il y a Sniper, les mecs de Sniper qui venaient à l'émission, qui étaient assis par terre pour écouter les grands rapper, tu vois. Ok, oui, bah oui, c'est vrai que Sniper, bah, ils étaient même dans, comment ils s'appelaient ils étaient dans M Group Tunisiano. Ouais. Je Ouais, sais c'est pas, ça. M Group, je crois que M Group, ça me dit quelque chose, je crois qu'on les a eu aussi. Et bah, Hackett, moi, j'ai peint avec lui. Aketo, bah Ouais. oui, c'est vrai que. Non, mais c'est Et fort, par tu contre, vois. la première fois que je les vois, c'est des minots pour nous. Tu vois. Alors, c'est pas péjoratif, hein, tu vois. Mais après, bah, tu reçois des mecs et ils ont 15 piges et ça raconte superstar. Tu sais. Et en plus, ils ont rien à dire.
Alors, souvent, ils n'ont rien à dire, ils ne savent pas rapper, et bah, vas-y, rentre chez toi, quoi. Donc, moi, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça tombait bien, cette tempête. Ouais. Et encore une fois, on n'était pas payé, hein. C'est ça aussi, c'est ça aussi, tu vois. Nous, on faisait ça gratuitement, tu vois. Donc, les gars, ils viennent. Nous, on le fait gratos. Si t'es pas content, viens pas le faire, quoi. Mais c'est ça aussi qui fait un peu qui garde la passion aussi. Au moins, on est sûr que ça donne des rendez-vous entre passionnés, quoi. C'est ça qui est important, je trouve. Mais moi, c'est des bons souvenirs. Non, bah, c'est cool. Et bah, du coup, R, tu m'avais aussi beaucoup parlé donc, d'un rappeur bah, que beaucoup de gens regrettent, hein, d'ailleurs, hein, qui nous a quittés en 96, donc c'est East, qui est East Wu, voilà, ça dépend comment on l'appelle. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de lui, comment tu l'as connu, ton expérience avec lui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi, donc voilà, je t'en prie, R. En fait, je crois que c'est en genre 87, 88 ou peut-être 89, je me rappelle plus exactement des dates, mais bon, c'est avant les années 90. Je rentre dans un crew à Bois-Colombes de taggers. Et ce crew, ça s'appelle les TCF, de Crips Force. C'est juste là, je pense que le groupe, c'est par rapport au film Les Bloods et les Crips, là, je me rappelle plus le nom du film. Colors. 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 Donc c'était The Crips Force. Et donc je rencontre ces gars-là là, de la cité Bois-Colombes. Je commence à traîner avec eux et dans ce crew-là, il y avait Chris. Chris, qui est un des fondateurs de la marque Vro, par exemple, qui est un gros Gurta aussi des années 80, 90 à Paris. Et bah, East, en fait, vient régulièrement à Colombes. Je sais même pas pourquoi au début, je sais pas pourquoi il est là. Je pense que le lien, c'est Chris, parce qu'ils se connaissaient D'accord. d'avant. Et bah, ouais, on a squatté ensemble pas mal de fois avec East. Après, il a fait un disque avec un autre membre du groupe là qui s'appelle Rifty. Ça, c'est un truc qui est trouvable sur Internet. Tu mettras le lien. Bien sûr, je mettrai le carré. Bah oui, bah oui, oui, bah bien sûr. Là, là, Tu mettras le lien. Le titre, c'est Black, ça tape et ça fait mal, un truc dans le style. ouais, le rap, ça tape, c'est black et ça fait mal. Je crois Black, que c'est ça fait mal, le ouais. refrain est comme ça. Bon, en tout cas, on vous mettra le carré pour que vous puissiez Ou aller d'ailleurs, voir. ou d'ailleurs, pour rejoindre la question de tout à l'heure, où East rappe en anglais. Après, c'était un mec super cool, tu vois. Le gars, c'était une crème, quoi. Ce gars-là était super. Et c'était un Gurta aussi, c'était un bon Gurta, quoi. Et comme moi, j'avais peindre à côté, bah, de temps en temps, il venait avec moi. Et, alors, des fois, il peignait pas, tu vois. Il y a une photo qui est connue où, en fait, je crois que dans l'album East Wu, il est devant mon graphe R, tu vois. À l'intérieur, ils avaient sorti un double album de vinyle, East Wu. Et quand tu Oui, ouvres oui. le vinyle en deux, il y a là, en haut à gauche, je crois, il y a la photo de mon graphe avec East devant, tu vois. Ah ouais. Et ça a été pris un matin, genre on s'est croisés à l'arrêt de bus. Il me fait, ouais, tu fais quoi? Je vais prendre un graphe en photo. Il est venu avec moi, on a pris la photo. Après, tu vois, c'est une relation. Moi, j'avais pas les relations que lui là, il pouvait avoir sur Paris avec. Je crois qu'il était il était TCS. Le groupe c'était TCS. D'accord. J'avais affinité avec les IZB et je pense que ouais, c'est ça, puisque Cut Killer était à IZB. Et mais bon, comme je te disais, nous c'est pas qu'on n'allait pas tous à Paris, tu vois, mais lui, il habitait à Pantin, donc forcément, Pantin-Colombe. Ah bah oui, c'est l'opposé. Oui, oui, Mais du coup, il passe à Paris, tu vois, et on y allait à Paris de temps en temps en groupe, là, on était tous les petits chefs, on partait à Paris et on croisait du Demont. Mais voilà, quoi, en gros, c'est plus une relation de quartier que ouais, ouais, relation d'amitié. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. d'amitié, ouais, voilà. Plus exact. Et c'était vraiment un gars bien, quoi. C'était tous les petits chefs, c'était tous des gars bien, quoi. Après, tu vois, le Refti qui était un rappeur du 92, comme quoi il y en a Ok. beaucoup. Il y avait Pacte aussi, mais Pacte est mort. C'est un mec de Gennevilliers. Donc il y a eu beaucoup de rappeurs. Après, ils n'ont pas percé pour diverses raisons. Soit parce que le skate s'est pas vendu, soit parce que les mecs sont fait canner, soit parce qu'ils sont passés à autre chose.
Non, bah, c'est la vie, hein, de toute façon. Non, non, mais c'est vrai que mais ça a C'est marqué, ça, hein. Mais même, bah, tu me parlais de crise, du coup, et parce que tu sais, on a ouais. reçu Popa Project, tu sais, dans l'émission de la Mafia Quinfri, qui lui était dans le textile, tu sais, et il me parlait justement il me disait que Vrung, justement, avait vraiment, ils avaient un partenariat avec Idealji, tu sais, je crois, avec. Ouais, 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 il y a eu. Bah après, pour moi, peut-être pas les premiers, mais je pense que c'est les premiers, c'était Homecore. La marque Oui. Homecore, c'est un graffeur aussi, entre autres. C'est Steph, qui avait aussi, qui ont eu. C'est pareil, ça a été l'après Ticaret. Eux, ils avaient leur boutique Oal, etc. Au début, ils vendaient pas que leur marque, ils faisaient venir des trucs des marques de Los Angeles un peu partout. Ils vendaient des mixtapes, il y avait des fanzines graffiti. La boutique Homecore aussi a été un point de ralliement. Comme quand Ticaret s'installait au Hall, ils vendaient des disques exclusivement, tu vois. Bon, après, c'est dommage parce qu'on a perdu le charme de la boutique Ticaret parce que c'était un lieu aussi, la boutique Ticaret à Paris. Je crois que il y avait un comptoir ça devait être un ancien bar, tu vois. Il y avait un comptoir. Ils ont même fait coiffeur. Ah ouais, je savais pas ça. Ok, Il y d'accord. avait Ok. ils À faisaient des coupes l'américaine, de quoi. cheveux. Ouais, ils faisaient des coupes de cheveux ça n'a pas duré longtemps, ça, mais ouais, ils faisaient coiffeur aussi, quoi. Ok. Ah, mais c'est pas si Et puis, étonnant, remarque, hein. Ouais, ouais, c'est vrai que. et après, il y a une histoire aussi d'économie, entre guillemets, interne au hip-hop, tu vois. Les mecs qui faisaient des fanzines, ils allaient les déposer chez Ticaret. Il y a les trucs les plus connus, c'est les BBC qui faisaient des t-shirts ou des vestes en jean, tu vois. Et tu pouvais les acheter. Après, il y en a eu d'autres. Il y a eu Sect aussi qui a fait, c'est pareil, on ne parle pas souvent, mais qui a fait des t-shirts pour Ticaret aussi à l'époque, quoi, au tout début. Ok. Le quiz, après, tu vois, c'est une époque où toutes les disciplines étaient reliées entre elles. Tu vois, tu pouvais être un très. Tu vois, dans les Sages-Pots, il y a Danny Dan. Et il y en a plein. Oxmo, c'était un Tiger aussi. Il y en a énorme. Stomy B. C'était un Gurta, RCA, là, les mecs de Sarcelles. Il y en a eu plein. Il y a eu Médard aussi, d'Alliance Ethnique qui était d'IOM. Tout le monde taguait. En fait, t'allais au Bobino, les mecs avaient tous leur nameplate et tout le monde taguait. C'est je pense que le tag, c'est ce qui a, entre guillemets, sauvé le mouvement hip-hop. Parce que quand l'émission hip-hop s'est arrêtée, on s'est tous mis à taguer. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. Et C'est ouais, ouais. il y a eu ça après. Après, il y en a qui se sont mis au graffiti, à faire des vrais graphes, pas des vrais, dignes de ce nom, on va dire. Ok. Et ça a permis au hip-hop de survivre. En... Après que l'émission hip-hop, il y a eu un mouvement à Paris vraiment important au niveau du tag, quoi. On est passé même si c'est, moi, pendant l'émission hip-hop, tu vois, le tag, genre, il y a eu Futura qui était venu, qui avait peint, tu vois, mais il n'y avait pas de graffiti, à part qu'il n'y avait pratiquement pas de graffiti à Paris. Il y avait, tu les comptais sur les doigts de la main, les mecs qui peignaient à Paris. Tu avais Bando avec son pote Scam et deux, trois autres gars à droite, à gauche. Et je sais plus. Après, il y a un endroit qui est important, on en parle très peu souvent, c'est le chantier de la pyramide du Louvre. D'accord. Il y avait les palissades du Louvre. Et les palissades du Louvre, entre guillemets, c'était toléré d'aller peindre là-bas, quoi. Et donc, moi, je pense vraiment que le graffiti a pris la relève de la danse, puisque l'émission HIP c'est fini. Mais c'était surtout le tag. Et c'était la compète, quoi, dans les métros, à Paris, dans les rues. Et c'est là où on a vu apparaître, tu vois, la RATP, là, sur la ligne 13, ils avaient collé un sticker au-dessus des portes pas au-dessus des portes de la première classe, je crois que c'était au-dessus de toutes les portes, genre le graffiti a coûté tant de millions à la RATP. L'erreur à ne pas faire. Et tout Ouais. le monde s'est dit, on va faire augmenter le chiffre. Et ça a augmenté d'ailleurs, je crois. Et ouais, c'était vraiment le tag, surtout le tag. Et il y avait
comme dans la danse d'ailleurs, c'était battle. C'était battle, genre, ouais, qui est-ce qui a le plus de style, qui est-ce qui marave le plus. Et tu sais, c'est pas par hasard si des gars comme les NTM ont fait un album et des morceaux sur le graffiti. C'est que ça a été une part importante pour beaucoup de gens. Alors même s'il y avait la danse, mais la danse, c'était plus, c'est pas que c'était plus battle, si tu veux, mais les battles, c'était dans les boîtes de nuit, tu vois. Et les boîtes de nuit, c'est pas tout le temps, quoi. C'est le week-end. En fait, c'est pas vrai, c'était pas le week-end, parce qu'il n'y avait pas de rap le week-end dans les boîtes de nuit. Les mecs, c'est les meilleurs soirs, on n'y allait pas. C'était les soirées Zoupsi au Bobino, c'était le jeudi soir, je crois, un truc comme ça. En fait, chaque jour, en gros, chaque jour, fallait aller dans telle boîte. Parce que c'était là où il y avait, c'était souvent Dynastie. Et après, sinon, c'était des soirées. Tu as eu la mairie du 14e, qui était un lieu où il y avait des soirées. Tu pouvais louer la salle. Il y a eu l'Orée du Bois, il y a eu la salle du Chapelet. Je crois que, tiens, d'ailleurs, à la salle du Chapelet, je crois que c'est la première fois que j'ai vu Spank en tant que DJ. Ok. Parce Ouais, que ça c'est doit vrai être, qu'il a commencé tôt quand même, parce que même en tant que producteur, il est même sur le premier album de NTM, il fait déjà une prod. Ouais. mais je crois même avant ça, il avait fait un truc pour des Anglais. Ah, Je sais pas, d'accord. si ma mémoire est bonne, je crois qu'il a fait un truc avec ou pour des Anglais, etc. Donc ouais, on sortait en soirée, le break a disparu, entre guillemets, il y avait toujours deux, trois mecs qui breakaient, mais c'était plus la mode, tu vois. Donc, c'était le hop rock, après c'est passé à la hype, et ouais, t'allais au Bobino, le Bobino, tu vois, moi, tu descendais, le Bobino, c'était un ancien théâtre, donc ça avait la configuration d'un théâtre. Quand tu rentrais dans la boîte, tu avais un escalier qui descendait sur la droite, là, et la déco, là, c'était genre un mur en briques. La soirée de lancement de Rap Attitude en 90, je crois, c'est fait au Bobino. Sur toutes les briques, tu avais un tag. Et une époque où toutes les disciplines se côtoyaient et se mélangeaient. Et souvent, les gars t'avais beau être rappeur, mais t'étais aussi tagueur ou t'étais aussi danseur. Joey Star. Après, il n'y a pas que lui, mais c'est le plus connu. Mais Joey Star était un danseur avant d'être un tailleur et avant d'être un rappeur. Ah bah oui, très bon danseur d'ailleurs, hein. Il y avait une petite vidéo là qui Ouais. traînait. Ouais, ouais, c'est bien Bah, sûr. lui, avec T-Charles aussi, on n'en parle pas souvent, mais c'est un bon danseur. MC Jean Gabin, pour ceux qui savent pas, ouais. Ouais, Jean Ouais. Gabin, ouais. Euh, tout le monde, tu vois, on faisait tous, tu vois. Après, c'est le hip-hop, donc il y a cette notion de compétition qui nous animait, mais qui nous animait dans tous les domaines. Ah, mais c'est important, c'est important. Bah, en tout cas, c'était hyper intéressant, R, là-dessus. Et du coup, bah, tu me parles de la danse. Toi, je sais que tu as managé des groupes de danse. Un groupe Comment de tu as danse, été amené à ça? Je t'en prie. pareil, hasard. Dans les, Après les années 80, je crois que c'est en 96 ou en 97, alors le break revient avec la cassette de Battle of the Year 95. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure Ah, par rapport au le, caméscope et tout ça. Ouais. le break revient en force, c'est vraiment quoi. Et puis, parce que je crois qu'en 94, en fait, Battle of the Year existe avant 95. Et en 94, les actuelles forces, qui eux n'ont pas disparu, qui existent toujours, qui continuent à breaker, qu'on croise de temps en temps dans les soirées, etc. Mais eux continuent. Et ils vont à cet événement-là en 94, je crois. Et ils défoncent tout. Ils se retrouvent jury de l'année 95. Et c'est là que se crée le groupe Family, qui Ok, en fait, dans Family, tu as des mecs de, des actuels. T'as, genre Ibrahim, par exemple, Ibrahim et Rajdi sont actuels, mais ils forment le groupe Family. Et dans Family, il y a Mauricio aussi d'Italie qui est là. Tu vois, c'est un faux exact. groupe pour Alors, l'occasion. je me souviens d'un DVD qui était sorti qui s'appelait Hip Hop Folies, qui se passait au Francopholies. Effectivement, il y avait marqué Family Breakers et on voyait Ibrahim Oui, qui faisait bah, la coupole pendant je sais ça. pas combien de temps. Mais c'était ça en fait. Ouais, ouais, ok. Ce qui est marrant, c'est qu'ils ont perduré. Ils ont été célèbres sous le nom Actuelle Force et ils ont été célèbres sous le nom Family. C'est ça.
Il y avait une danseuse Après, qui dans s'appelait Fatih, Kima aussi, je me souviens. Kima, je ouais. sais pas Ah, mais si. Kima, alors ça, putain, c'était quoi le nom du groupe? Je me rappelle plus parce que, ouais, c'était des danseuses. Ouais, Kima, putain, je me rappelle pas. Parce que, donc, Somi, qui est aussi intervieweur de So Fresh, Bien sûr. lui, il a été, putain, je me rappelle plus de leur nom, de Évidence. Ils avaient créé Ah, un groupe, c'était Évidence. Il y avait Sonia, Kima et je me rappelle plus la troisième. Bref. Et il y a eu un renouveau du break à ce moment-là. Et puis le Battle of the Year, bah, il y avait des lots à gagner. T'allais là-bas. Et c'était l'étranger. Et puis dans les autres pays, nous, quand on va, par exemple, en 93, on va en Allemagne, on voit que les mecs break encore, tu vois. Et nous, ça nous surprend, quoi. Tu sais, ces soirées, les mecs ont pas lâché les années 80, quoi. Parce que les mecs sont habillés comme nous, on était habillés dans les années 80. Tu vois, ils ont le Kangol, le Starter, les Puma Clyde. Nous, c'est fini. Alors, est-ce qu'ils n'avaient pas accès ou ils n'ont pas eu accès comme nous aux vidéos d'MTV? Ou nous, c'est bon, les Américains, ils avaient passé, ils avaient tourné la page, ils étaient à la hype. Nous, on copiait les Américains, clairement, quoi. Tu allais en resto, tu voyais une émission MTV, tu voyais un clip, il y avait un pas de danse dedans. Tu allais au Bobino la semaine où l'émission était sortie, tu voyais des gars ressortir le pas de danse. Ça veut dire que les gars s'étaient entraînés pendant les 3, 4 jours là, et pour ressortir le même pas de danse. Et les danseurs les plus connus de Hype, c'est les danseurs de Big Daddy Kane, des tueurs. Les mecs ont influencé plein de gens. Après, il y en a eu plein. Il y a eu Stizo aussi dans les clips, parce que j'ai eu accès aux cassettes de UMTV, puis il y avait plein de danseurs. Tu vois, la danse euh, avait gardé cette relation avec le rap. Parce ouais. que au début, quand tu étais un groupe de rap, il fallait deux MC ou un MC, des danseurs et un DJ. C'est vrai que presque tous Maintenant, les groupes étaient comme ça, hein. C'est vrai que, ouais, ouais. maintenant, les MC sont tout seuls, quoi. T'as un rappeur et basta, quoi. Bah après, c'est vrai que c'est, alors, enfin, c'est mon point de vue, mais c'est vrai que c'est peut-être aussi dû au changement de la musique, tu sais, parce que les beats de la fin des années 80, début 90, ils se prêtaient plus à la danse, à la hype et tout ça. Et quand tu regardes vers 95, les beats, ils ralentissent, tu sais, ça se prête moins à la danse, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses de si Ouais, ça... ouais, ouais. Mais après, c'est une histoire de style de danse aussi, je pense. Mais en fait, je crois surtout que c'est un phénomène de société qui est global. C'est plus chacun pour sa gueule, quoi. Il y a eu cette... Et tu le vois en France, quand il y a eu... moi, j'estime que à la sortie de Rap Attitude, le rap s'est commercialisé. Même si, effectivement, avant, il y avait eu quelques disques de Dynasty, Johnny Go, il y en a quelques-uns qui avaient fait des scuds. Mais là, on est passé vraiment dans un truc de commercialisation du rap, etc. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on a perdu le fondement du hip-hop, qui est le partage et exister, tu vois. Et là, c'était vraiment chacun. De toute façon, les NTM ont changé, ils sont appelés les 93 NTM. Ils ont intégré les 93 MC dans leur groupe. Et puis au final, bah, tu regardes au fur et à mesure des années, bah, il n'y a plus que Joey et Et Shane cool sur chaîne. scène. Non, mais c'est vrai, ouais, ouais. C'est vrai. Non, ben c'est, de toute façon, même quand on regarde, il y a de moins en moins de groupes dans l'histoire, hein, que ce soit même dans le rock ou dans d'autres styles de musique, hein. C'est vrai qu'il y a moins de groupes, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est pas pour tailler les NTM, parce que si tu regardes Solar, c'est exactement la même chose. Ah ben tout à fait. Non, non, mais c'est un truc Ah, qui se tient à tout le monde, hein. Solar, il avait ses danseurs ont disparu, quoi, tu vois. Ils se sont mis au rap, certains. Oui, c'est vrai que Bambi s'est mis à rapper. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, En c'est vrai. plus, Arlini, qui c'est qu'il y avait d'autres? Après, il y a des danseurs qui se sont mis à rapper, genre bah, Sully, tu vois, il s'est mis à rapper. Je pense que jusqu'à 90, le hip-hop était pur, entre guillemets. Hein. Je t'en prie, je t'en prie. Après, ça, la commercialisation a un peu tout niqué, quoi. D'accord. Non, non, mais c'est intéressant d'échanger sur tout ça. OK. Et donc, Et là, sur pour le fait, revenir à voilà, ta que tu sois manager, si tu as des choses à rajouter, je t'en prie. je me retrouve au hall et je tombe sur un gars qu'on connaît, un ancien danseur qu'on connaissait qui s'appelle Fatih et qui s'occupe de jeunes, là, de jeunes danseurs. Et il me dit, ouais, ça te dit,
Parce que j'avais l'émission de radio, on bougeait à l'étranger, tu vois. Donc, le gars a dû se dire, ouais, bah, c'est un bon contact pour le groupe de danse et tout. Il m'a demandé si je voulais être manager du groupe, tu vois. Donc, ouais, j'ai fait un petit bout de chemin avec eux. Après, je les ai amenés en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. On a carrément organisé une jam franco-anglaise. Dans cette jam, il y avait DJ Authentique, DJ Miko, DJ Kefé, La Malédiction du Nord. Quoi, il y avait Sinistre de La Malédiction du Nord avec DJ Junka Zulu. Il y avait Jeez. On était une petite trentaine il y avait Darko aussi. On était une petite trentaine hip-hopers parisiens. Et de l'autre côté, il y a eu le même retour hip-hopper anglais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la première. Parce que tout à l'heure, tu me posais la question de la perception qu'on a du rap français. Yes. Même si on dénigrait pas le rap français, il n'y avait pas de rap français dans les soirées hip-hop. C'est vrai que c'est important de le dire, ça, c'est vrai. Oui, les DJ passaient que du rap américain. Ouais, ouais. Mm. Enfin, c'est que du rap américain. Et là, on était en Angleterre. Je ne sais pas ce qu'il leur a appris là, Authentique, Miko et Kefé. Ils ont commencé à passer des sketchs de rap français. Les Anglais sont devenus ouf. Dans le bon sens du Ouais, terme, ouais, ils ont kiffé, quoi. Ok. terme. Est-ce que tu te Et c'est souviens des marrant. morceaux qu'ils ont passés un petit peu, de quels artistes à peu près ou... Non, je vais dire des bêtises, mais tous les trucs qui étaient sortis à l'époque, je crois que c'était en 98, ça. Ok, Tout ce qui n'était pas sorti en 98, ils n'ont pas pu le passer. voilà, c'est un bon indicateur. Voilà. En gros. Non, non, bah écoute, bah, c'est fort quand même, c'est fort comme Ah ouais, analyse. c'était étonnant, étonnant. Tu sais, c'était un peu genre, on va voir si ça réagit. Et puis bon, après, c'était le thème France-Angleterre, tu vois. Il y avait les b-boys donc, du groupe que je manageais, Connexion. Donc, Connexion, dans le groupe, il y a pas mal de danseurs qui ont fait leur route. Bah, en l'occurrence, alors, il n'était pas avec nous en Angleterre, mais Benji a fait partie de Connexion, par D'accord. exemple. Ah oui, ok. Un Benji, pour petit ceux lab. qui ne savent pas, qui est une, oui, oui, qui est une figure, bien sûr. Et quelqu'un de connu, il y avait aussi il y avait Bibiche aussi, qui elle est rentrée dans les Rocksteady par la suite, une meuf du sud de Toulon. D'accord. Et Karim de Lyon. C'est un groupe un petit peu chelou parce qu'en fait, il y a des mecs un peu partout en France. Et il y avait Greg, il y avait Nabil, il y avait pas mal de mecs quand même qui ont fait leur chemin. Le mec qui est rentré dans les Californiens après à Los Angeles, tu vois. D'accord. Donc c'était une bonne école, quoi. C'était, Ouais, après, c'est pas un groupe qui a perduré sous le nom, sous le groupe, mais ils ont tous fait plus ou moins carrière. ok. Eh ben écoute, non, non, ben c'est très fort. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, R, ou c'est comme tu veux? Bah après, ouais, après, si tu veux, ça, c'est un truc qu'il n'y avait plus en France, même pas en province, c'est venu après. Mais il y a eu aussi cette période que je situe plus entre mi-80, quoi, de 95 jusqu'à 2000, même après 2000 d'ailleurs, ça a perduré, où les gens du hip-hop, ceux de l'intérieur, pas les mecs qui étaient passés dans le commercial, bougeaient, continuaient à bouger à l'étranger, en Europe, etc. Et il y avait des jams comme où toutes les disciplines étaient mélangées aussi, tu vois. Donc il y a vraiment eu ce truc-là en France où ça s'est stoppé à un moment, tu vois, où il y a eu, je sais pas si les rappeurs ont dénigré les autres disciplines. Après, je comprends aussi qu'une maison de disques, ils ont pas envie de signer un groupe de 50 mecs, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc voilà quoi. Mais ouais, ça a été une période importante où ça faisait du bien en fait de partir de France, d'aller, je sais pas, en Allemagne ou en Hollande et de te retrouver dans une jam où tu as l'impression que rien n'a bougé. Les Bien sûr. disciplines sont unies. Je vais donner un exemple, je sais plus en quelle année c'était, mais je pense 96 ou 97. Il y a des artistes français qui allaient dans les jams aussi. On a croisé Lady Leslie, par exemple, en Allemagne. Il y a eu des trucs en Suisse où il y a eu IAM et il y avait d'autres groupes, tu vois. Après, il y a eu un lien entre la Suisse et la France que beaucoup de rappeurs ont connu, mais c'était rare quand même. Et quand il y avait des rappeurs français,
ils avaient envie qu'on les traite en tant que superstars, tu vois. Ils avaient oublié l'humilité que. Après, ça s'explique, ça se comprend, tu vois. Mais une distance. Ouais, non, mais ça t'a frappé en tout cas. Ouais, non, je comprends. Ouais. Pas que ça m'a frappé, mais bon, tu sais, c'est des gars que nous, on croisait, je te dis, en soirée au Bobino, et puis du jour au lendemain, les mecs, ils veulent un hôtel 5 étoiles, Hmm. veulent leur loge, etc. Après, quand ça devient un taf, je comprends aussi que les mecs font que ça. Et tu vas à un endroit, t'as pas envie d'être reçu dans une MJC de quartier et de dormir sur des lits de camp, tu vois. Ah, mais je peux comprendre. Ah, mais bien sûr. Non, non, mais c'est très intéressant. Il n'y a pas de souci. Mais je te remercie beaucoup pour ça. En tout cas, il y a plein de. Et bah, juste avant de finir là-dessus, tu m'as parlé de Lady Leslie. Quand vous l'aviez Ouais. vue en Allemagne, c'était avant son premier album. Elle n'avait pas encore explosé à ce moment-là ou c'était la même période ou. Je crois que si, parce que ça devait être. Je pense que si. Parce que c'était pour la promo, je pense qu'elle faisait ce truc. Je pense qu'elle faisait ce truc-là. D'accord. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Tu vois, autant les b-boys et les graffeurs bougeaient sans raison particulière, autant les MC ils bougeaient pas. Tu vois, tu ne retrouvais pas. Après, il y en a eu. Il y en a certains qu'on a croisés. Il y a eu aussi un truc au tout début des années 2000 en Allemagne, mais juste à côté de Strasbourg, où il y avait l'Est du Neuf, par exemple. Il y avait aussi Maurice et T-Charles qui étaient là-bas, tu vois, parce qu'ils s'occupaient de l'Est du quoi, il y avait un truc Oui, avec l'Est du Neuf. c'était le label Dwin Damage. Exactement. Ouais, ouais. Et ils étaient là-bas aussi, tu vois. Et ben, eux, ils se sont mélangés avec les graffeurs, etc. Alors qu'il y avait Squat qui était là. Squat, on l'a pas vu, il n'est pas sorti de sa loge et D'accord. c'est un fait. Après, peut-être qu'il n'avait pas envie ce genre-là ou quoi que ce soit. Moi, Non, non, mais il y a pas de. On parle tranquillement. Il y bon, a pas de. Il y mais a tu pas de vois, souci. il y a quand même eu, il y a quand même eu une. Si tu veux, je pense que le graffiti et la danse ont été. La danse en premier au sommet au tout début des années 80. Après, il y a eu le graffiti et après, il y a eu le rap. Hmm. Mais je crois pas que les danseurs ou les graffeurs on ait dénigré les rappeurs. Ça fait un peu. J'en fais plus partie du même monde. Non, je comprends. Je comprends. Ouais, ouais. Non, mais c'est très intéressant en tout cas. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a peu d'émissions où on parle de ça. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de petites discussions, vraiment. Bah, je te remercie beaucoup, R, là-dessus. Et d'ailleurs, bah, Ouais, en parlant de graffiti, donc l'émission va bientôt toucher à sa fin. Mais en parlant de ouais, graffiti, tu sais, j'avais une réflexion, en tout cas, bah, je t'en avais un peu parlé. Tu vas pouvoir rebondir dessus. Il y a un espèce de débat, tu sais. Bon, je vais un peu exagérer le trait, hein, bien évidemment. Je vais être un peu caricatural, vas-y, exact. tu vois. Mais en gros, il y a un débat comme quoi, donc il y a une partie du graffiti, du tag, qui est pour le fait que le graffiti se retrouve dans les musées à travers des expositions, des vernissages et tout ça. Parce que, les points positifs qui sont évoqués, c'est que bah, ça permet de faire de la transmission, voilà, d'exposer tout simplement, de mettre en avant cette discipline. Et puis, il y a une autre partie, alors j'exagère un peu, hein, mais voilà, il y a une autre partie qui préfère que le graffiti ne soit pas dans les institutions, en fait, voilà, et que ça reste dans la rue, en gros, voilà, pour parler vulgairement. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce débat-là? Et puis, quel est ton point de vue? Voilà, je t'en prie, R. Bah, déjà, pour la transmission, c'est des conneries. Pourquoi dans un musée ou dans une galerie, s'il y aurait plus de transmission? Moi, je te dis que dans la rue, il y a plus de transmission, hein. Si tu peins dans la rue, c'est là où tu vas croiser des petits jeunes, où il y a des gens qui vont te voir, hein. Dans une galerie, Exactement. t'as déjà vu des foules dans les galeries, à part pour le vernissage, quand il y a plein de gens qui viennent taper à boire gratos. Non, mais c'est ça. Ouais. Bah, je suis assez d'accord avec toi Après, là-dessus, hein, de toute façon. Mais c'est important d'avoir ton point de vue. après, le débat, bah, le graffiti, de toute façon, ça peut pas être dans les galeries. C'est antinomique. Maintenant, que des gens issus du graffiti fassent des toiles et vendent des toiles dans des galeries, c'est très bien pour eux, s'ils y arrivent. Le vrai problème, en fait, si tu veux, c'est plutôt des gens qui se disent ouais, je suis street artiste, mais qui n'ont jamais peint dans la rue. C'est vrai. Mais je crois que le réel problème, il vient du terme street art, en fait. C'est vrai que c'est un gros problème, ça, hein. Ouais, ouais, Parce que street art, pour moi, ça ne veut rien dire. Dans le sens où
avant qu'il y ait du graffiti en France, il y avait les pochoiristes. Je vais te parler les pochoiristes, il y avait des affichistes. Bien sûr. Ça, c'est même avant les années 80, tu vois. Et il n'y a jamais un pochoiriste ou un affichiste qui est venu nous voir en nous disant, ouais, je fais du graffiti. C'est très intéressant. Ah oui, c'est vrai. C'était deux mondes. On avait le même terrain de jeu, si tu veux, mais on se mélangeait pas. Ou un peu. Et puis, si, paix à son âme, la mystique est morte il n'y a pas longtemps. Euh, C'était une pochoiriste. Elle a eu des rapports avec les graffeurs parce qu'elle en a croisé et que la meuf était cool et que voilà. Mais jamais elle a dit je fais du graffiti. Bon, au début des années 2000, on a commencé à voir apparaître dans les jams des meufs qui faisaient des trucs au pinceau. Moi, je connaissais une meuf qui faisait du graffiti. Elle m'a dit, elle me fait, c'est quoi ces putes là qui viennent nous faire chier là, qui prennent la place des autres? Tu vois ce que je veux dire? Le problème du terme street art, c'est que les gens qui ont inventé ce terme-là, ils veulent mettre tout le monde dans le même panier. Moi, j'ai aucun problème avec des gens qui font de la peinture dans la rue, même si c'est au pinceau. Moi, mon problème, c'est que quand les gens ils viennent te voir, ils disent, ouais, moi, je fais du graffiti. Hmm. On fait pas la même chose. Et c'est stupide je trouve que comme je te dis, maintenant, dans le street art, il y a tout et rien. Il y a des mecs qui te disent qu'ils font du street art, ils sont jamais pas dans la rue. Ouais. T'as des gens qui peignent au pinceau qui se disent graffeurs. C'est devenu Et un même fourre-tout, quoi. C'est devenu un espèce de fourre-tout et ouais, ouais, ça se il y mélange a trop. des mecs il y a des mecs qui font de la mosaïque, qui sont peut-être issus du. Si tu veux, il y a aussi la distinction aussi des gens qui étaient dans le graffiti, qui sont issus du graffiti et qui ont fait autre chose. Et il y en a plein. Et je respecte ça, j'ai pas de problème. D'autres qui ne sont pas issus du graffiti et qui font, je te dis, autre chose, quoi, qui vont faire. Et là, on arrive avec un amalgame de tout où il faut appeler un chat, quoi. Tu fais de la mosaïque, tu fais de la mosaïque. Et on s'en branle que ce soit street art ou pas street art, tu fais de la mosaïque. Tu fais du pochoir, tu fais du graffiti, voilà. Après, le côté graffiti sur toile, ouais, c'est vrai, c'est du graffiti, ça peut pas être sur toile. Donc, puisque l'essence, c'est écrire c'est dans la rue, quoi, c'est écrire ton nom. Maintenant, c'est une déclinaison, une évolution, une déclinaison, une parmi tant d'autres, du graffiti. Et il y a d'autres débats, il y a des mecs qui disent, ouais, si tu graffes pas sur un train, t'es pas un graffeur. C'est un autre débat. Oui, oui, là, c'est ok. Non, non, mais c'est C'est, important. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est beaucoup là-dedans, dans le terme street ou moi, urbain, tu sais, ça devient un fourre-tout, quoi, c'est vrai. Mm. regarde, pour moi, c'est simple. Les gens sont en train de se prendre la tête sur un lieu ou sur un outil. Si tu reportes ça au sport, il n'y a aucun rugbyman qui va te dire qu'il fait du foot. Pourtant, il a un ballon et il joue dans un stade. C'est une très bonne métaphore, effectivement. Ouais, ouais. Pourquoi il y a des artistes qui viennent dire qu'ils font du graffiti alors qu'ils font pas du graffiti? Et ça, dans les années 2000, c'est parce qu'il y a eu le boom du street art et les mecs se sont dit, ouais, il faut que je dise que je fais du street art pour rentrer dans les galeries, pour être respecté, pour avoir un nom, etc. C'est mon Hein, point de vue. ok, bah, c'est super Et intéressant. après, ça n'empêche pas que des gens, peu importe ce qu'ils font dans la rue, ou même d'ailleurs en galerie, que j'apprécie, que je trouve très talentueux, j'ai même des amis, tu vois. Bien sûr. Il faut appeler un chat un chat. Mais c'est important, voilà, mais bah, ça fait beaucoup de bien d'entendre ça. Je te le cache pas. Bah, merci hier, en tout cas, pour ça. De rien. Bah, du coup, bon, on arrive presque à la fin. Tu sais, j'ai la petite question traditionnelle de fin. Ensuite, on va parler de tes projets actuels, hein, bien Ok. sûr, hein, pour clôturer l'émission. Mais j'ai la petite question traditionnelle. Tu sais, s'il y avait, alors, trois, quatre albums, mais t'es pas obligé de me citer des albums. Tu peux juste me citer des artistes. Si tu as envie, tu fais ta sauce à ta façon. Mais voilà, s'il y avait trois, quatre albums ou trois, quatre artistes qui résumeraient R. Voilà. Lesquels ce serait, toute musique confondue. Je t'en prie. Ouais, ouais, je t'entends bien. Ouais. Bah, je pense que le premier bah, comme je disais au début de l'interview, nous, c'était plus la funk. Donc, en funk, ça peut être. Je pense que le groupe de funk qu'on a plus écouté avant tout ça, c'était Shalamar. Le nom revient beaucoup, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais.
C'est un des. Après, il y en a d'autres. Hein. Après, il y a Michael Jackson aussi, le premier album of the Wall, tu vois. Même Thriller, il a marqué son époque. C'est magnifique. Ouais. Après, sinon, il y a des gars genre George Benson, Curtis Mayfield, tous ces gens-là, quoi. Après, en rap, je pense, entre la funk et le rap, il y a quand même, nous, on a, je sais plus comment on l'a eu, je pense que ça doit être que fait qu'il y a eu le skate là, c'était Cameo. Ah oui, bah Word, oui. Et ouais. ça, on l'a saigné cassette. Hein. En rap, c'est difficile parce que le premier nom qui vient, c'est Public Enemy, mais je pense que LL Cool J, ouais, plus. Bigger and Deffer. Ouais, magnifique. Ouais, ouais. C'est l'album où il y a I Need Love et tout ça. Ouais. En plus, oui, en Bad plus, et tu tout vois, il y a ça. eu Ouais. un. Ouais, puis c'était après Public Enemy, ouais, comment on appelait ça, c'est un son bagarre. Mais c'est ce genre de morceau où, quand il les mettait en soirée, là, ça partait en couille. Ah, il y a Mais une il y en a énergie de eu, toute façon, hein. C'était incroyable, il y hein, en a ça. eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Un autre titre comme ça, c'était Sleep Talk d'Alison Williams aussi. Qui n'est pas du peur, tu vois, mais par contre, ils mettaient ça en soirée, là, à cette époque-là, ça partait en vrille. Ok. Et puis sinon, j'ai pas de truc. Alors, bien que j'ai des gamins qui écoutent du rap, qui sont âgés maintenant, D'accord. j'aime bien certains artistes que j'accroche plus avec eux, tu vois, genre Eus l'Enfoiré, même si je trouve que c'est, entre guillemets, naze en texte, mais dans ce qu'il dit, le gars, tu sens que c'est vrai. Ok. Je connais très mal. J'avoue, ce l'enfoiré, je connais très peu. Mais ça va me donner envie d'écouter, hein, peut-être, hein, voilà. Écoute, écoute, tu vois, après, ça dépend quel titre. Hein. Il y a des trucs, c'est trop. Ouais, le vocodeur, j'ai un problème avec le vocodeur, quoi. Ouais, pareil. Ouais, ouais. Et puis, je sais pas, moi, après le rap carré, bah, on en parlait tout à l'heure, le Lord of the Underground, ouais, tueries, qu'est-ce qu'il y a eu Eric Ben Rakim, EPMD, Kuja, DJ Polo, tous les classiques, je te dirais. Après, il y a eu le gros truc, c'était Gangsta. Après, il y a eu Black Moon. Tu vois, je pense que c'est des périodes, tu vois, de trucs. Ça fait évoluer le hip-hop, tu vois. Il y en a D'accord. plein. Evidy, Et ton rappeur préféré, vraiment? Qu'il soit anglophone ou français, ou les deux, comme tu veux. Mais vraiment, voilà, on va dire le piédestal, je t'en prie. Big Daddy Kane. Ah, yes. Ok. Bon, on a beaucoup de goût en commun, hein. C'est bien. Ah, Ah Big Daddy Kane, parce que le gars, déjà, c'était un tueur. Et puis, le gars, il a jamais oublié ses danseurs, tu vois. ouais. Bah, ça rejoint ce que tu disais. Ouais, ouais. Mais c'est un génie, c'est vrai que c'est un putain de Et, génie. et il rappe encore. Et il rappe Après, encore si, super bien, hein. Il est super vif encore, hein. ouais, Ouais. après, je te dis, après, il y a eu, il y a tellement de gens. Comme moi, j'ai pas je pense pas avoir de préférence pour une période, mais je pense plutôt pour le génie des gars qui ont, tu vois, le Wu-Tang, quand ça arrivait, comme tu disais tout à l'heure, c'était slow tempo, tu vois, voilà, pour la danse, c'est pas mortel. Maintenant, tu peux rien dire, quoi. Les gars, ils ont apporté quelque chose au hip-hop, comme Gangsta, DJ Premier, une tuerie. Bah, J'ai une anecdote sur Gangsta. je t'en Une prie. fois, j'étais à New York. C'était pour l'anniversaire de Rocksteady, en 2000, je crois, en 2001, en 2001, juste avant que les tours se cassent la gueule, là. Ah ouais. On va à l'anniversaire de Rocksteady et par l'intermédiaire d'un mec qui s'appelait EQ, qui me dit, ouais, je connais tous les rappeurs à New York et tout, et il a le numéro de tout le monde, etc. Je me retrouve avec lui devant tu sais, il faisait des sessions off, tu vois, tous les gens qui étaient invités au festival, on était dans des sessions off, mais dans des boîtes de nuit, tu vois, et là, on était sur la 42e, et je me retrouve dans la queue avec Go, Ah ouais. avec le gars, tu vois. On arrive devant la porte, et je te jure que c'est un truc de ouf. Le portier, qui avait bien reconnu que c'était Gourou, hein, il lui demande sa pièce d'identité. Ah ouais. Et Go l'avait pas. Oh là Et là. le gars, et je te jure que c'est vrai, et moi je suis à côté de Go, et le gars le laisse pas rentrer, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe.
Alors qu'il était déjà connu, c'était déjà. Ah oui, en 2001, Gourou, c'était Oui, bah oui, waouh. enfin oui. Il était même déjà, voilà, il était déjà Oui, all-timers, quoi. Oui, bah oui, bien sûr. Oui. et ils ont dû aller chercher DJ Red Alert, qui était le DJ de la soirée, un grand, c'est une dynastie de New York, on va Oui, dire, Red Alert, bien sûr. qui, qui, l'a- qui était obligé de sortir de la boîte pour dire au videur, qui a insisté longtemps pour le faire rentrer. Bon, après, c'est cool parce que moi, je passe la soirée avec Gourou, Red Alert, etc. Ah, Incroyable. bah, en tout cas, grosse pensée pour Gourou, hein, bien évidemment. Ouais, Ouais, à ouais. son âme, ouais. Grand artiste, très grand artiste. Ok, bah, je te remercie beaucoup pour ça. Bah, du coup, avant qu'on clôture l'émission, est-ce que tu pourrais nous parler de tes projets actuels, voilà, un petit peu ton actu, tes projets à venir, si tu as des choses à dire, je t'en prie. R. Alors moi, on va dire depuis le début des années 2000, mais pas en tant que professionnel du truc, je m'étais lancé justement dans l'étoile. Dans l'étoile, ouais, ouais, en mode, Ouais, ok. dans l'étoile, ouais. Et là, depuis 7-8 ans, là, je suis à fond dedans. Je fais que ça, en fait, c'est mon taf. Tu fais ça pour des gens aussi, voilà, tu touches un peu à Je fais tout, des quoi. murs, ouais, je fais des murs, des commandes à droite, à gauche et alors d'étoiles. Ça peut être des panneaux de signalisation, peu importe quoi, tu vois, il y a des différents supports, mais ouais, la toile en particulier. Et bah, mes projets, ça reste, c'est taf, quoi, tu vois. C'est juste, peindre. Alors, c'est plus vraiment du graffiti, parce que c'est sur toile, mais c'est une évolution. Après, ça reste, c'est de la peinture, quoi. Je sais pas, je mets ce qui m'a animé depuis le début, quoi. Et je suis issu du graffiti et je continue à kiffer ça et à regarder et à peindre régulièrement. Ok. Ouais, mais Tu vis c'est de surtout ça ça. aujourd'hui? Tu Ouais, vis de ça, d'accord, ok. ouais. Après, de ça, c'est pas que la vente de toiles, même si c'est en grande partie ça. Ça peut être des ateliers avec des jeunes, tu vois, des commandes pour des particuliers sur des murs, ou des façades, ou voilà quoi. En gros. D'accord. Donc, tu es à fond, tu continues, ok. Ouais, ouais, à fond, non. T'es à 50 balais, t'es plus à fond, hein. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Tu es On toujours là, était, quoi. on était plus à fond à 15 piges que on l'est maintenant. Encore qu'il y en a qui continuent, tu vois, à être bien actifs. Et ouais, après, d'autres projets dans le hip-hop, ouais, après, tu sais, j'embarque moi facilement hein, dès qu'il y a un truc qui soit en rapport. Là, ce matin, j'ai vu un gars là qui voulait organiser un truc. Alors, le gars me dit que c'est du street art. Donc, je lui ai expliqué que le street art, c'était de la merde, entre guillemets. Ok. Mais justement, sur les mecs qui peignent dans la rue et faire un truc là-dessus, on va voir. Ça se trouve, ça donnera rien. Ou pas, tu vois. Si je me sens bien dans le projet, ouais, je le fais, quoi. Ok. Voilà. Après, pas de projet. Après, j'ai déjà fait pas mal de trucs, tu vois, entre le graffiti, la danse, la radio. J'ai fait un fanzine aussi. Ouais, une partie de mon parcours aussi, ça a été sur hiphop.fr, donc genre le premier site de hip-hop. J'ai fait pas mal de trucs dans le hip-hop, quoi. Des logos pour des boutiques, des boutiques de bombes. On importait des bombes au Canada. Il a bien rempli ma vie. Ah, bah, il n'y a que ça de vrai. Bon, en tout cas, comme tu l'as dit, c'est bien chargé. Voilà, on pourra en parler pendant des heures, hein, je pense, hein. De toute façon, bah, n'hésite pas à faire d'autres interviews avec d'autres médias pour encore plus. Voilà, Ah, toujours. je me rappelle dans 2 ans. Il y a toujours des choses. Mais oui, mais il y a toujours des Un angles. nouvel interview. Non, non, mais c'est Mais c'est après, mortel. voilà, ouais. Après, c'est ça, tu vois, et je trouve, c'est un truc que je trouve cool aussi, tu vois, de la part de certains, de, de, par exemple, hein, je vais te citer Driver, qui lui est un rappeur à la base, là, tu vois, il fait un podcast, je trouve que son truc est bien fait et il fait profiter aux gens de sa mémoire et de ses connexions. Et voilà. Tout Tu à fait. as Somi, par exemple, qui fait le podcast avec Robin, pareil. Donc, c'est bien parce que c'est un danseur et un graffeur qui font un podcast ensemble.
Exactement, non, Je c'est pense que très. Je conseille à tout le monde d'aller écouter, effectivement, hein, que ce soit Somi et Robin, voilà, So Fresh, je vous mettrai le featuring, carré, comme ça les gens pourront aller voir. Et puis effectivement, ouais, Driver, hein, il y a ouais, l'émission featuring, voilà, je vous mettrai le ouais. carré. Il y a aussi Roule avec Driver sur YouTube. Et pour les gens qui sont plus dans le graffiti, il y a le podcast de Fusil aussi, qui est très bien. Voilà. Il y en a beaucoup. Et je trouve ça cool que des gars en fait, qu'il y ait des mecs qui transmettent quelque chose, quoi. Il y en a beaucoup qui ont mis la clé sous la porte et qui ont disparu de ce truc-là, ce qui est normal hein, aussi, mais c'est bien qu'il y en ait qui continuent et qui fassent. Si je fais des conférences, tu vois, par exemple, essentiellement sur l'art, entre guillemets, quoi, l'art qui nous concerne, post-graffiti, on va dire. J'ai entendu ça là dans un podcast d'ailleurs, où je trouve que c'est un bon terme, post-graffiti. Donc, je fais une conférence là-dessus où j'explique les origines, ce qui s'est passé, etc. Alors, je parle de ce qu'il y a eu à New York, quoi, aux États-Unis, parce que c'est pas que à New York, même si c'est principalement à New York, jusqu'à nos jours. Donc, après, à partir d'une certaine année, je peux parler de mon propre vécu, de ce que j'ai vu. Et comme j'ai eu la chance de beaucoup bouger, que ce soit en France ou en Europe, aux États-Unis, au Canada, j'ai une bonne vision d'ensemble. Je pense avoir une bonne vision d'ensemble. Ah oui, bah, je te le confirme, hein, oui, oui, bah, c'est hyper important de toute façon qu'on ait des témoignages de gens comme toi qui ont du bagage, voilà, il y a des choses à dire. Bon, en tout cas, c'était un plaisir, R, d'échanger avec toi. Franchement, c'était. Pareil, c'est cool. Je trouve ça cool parce que j'ai vu que tu as interviewé des gens qui sont pas forcément mainstream. Mais moi, j'ai kiffé Réac parce que il a aussi un gros parcours de vie. Alex aussi, Laser. Bien sûr. Euh, qui c'est qu'il y avait bon, d'autres, même le dernier, là. Le DJ dernier. Naipi. Naipi, ouais, voilà. Yes, là, bah, ça fait plaisir en tout cas. Bah, en tout cas, nous, on est là pour ça, hein, voilà, Puis nous, on s'intéresse, enfin, en tout cas, c'est ce qui nous motive, c'est voilà, d'avoir des témoignages de gens qu'on n'entend pas forcément souvent, mais qui ont fait des choses Ouais, importantes. ouais. Voilà, c'est le but, quoi. Et en tout cas, bah, c'est toujours un plaisir. Bah, en tout cas, R, je te salue très, très fort. Voilà, hein, je vais Ah, clôturer l'émission. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou c'est bon? C'est comme tu veux. coucher de soleil, s'il te plaît. Allez. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a que ça de vrai. Non, ouais, tu vois. Bon, en tout cas, profite bien de la. T'es à La Réunion, hein, c'est ça pour les gens De qui ne la savent Réunion. pas. Voilà. De la Réunion, ouais, je crois qu'on l'a pas dit, ouais. On n'en a pas parlé beaucoup d'ailleurs. Ouais, j'aurais pu en parler un petit peu. Bah, tu veux Je rajouter quelque t'enverrai, chose? non, mais je t'enverrai le nom de quelqu'un qui pourra t'en parler. D'accord. Eh ben écoute, avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, R, je te salue là-dessus, je vais clôturer. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Dog House. Yeah!